Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous poursuivons donc nos travaux de ce matin avec une nouvelle audition plénière de notre mission d'information sur la dégradation des finances publiques depuis 2023, son suivi par l'administration et le gouvernement et les modalités d'information du Parlement sur la situation économique, budgétaire et financière de la France. Après avoir entendu M. Pierre Moscovici à ce sujet, nous avons choisi de recueillir les avis de quelques spécialistes des finances publiques et de la prévision macroéconomique. Je rappelle en effet que cette mission d'information a été déclenchée à la suite du constat d'un écart très significatif entre la prévision de déficit public pour 2023 de 4,9% du PIB, qui était incluse dans la loi de fin de gestion soumise au Parlement, et son exécution à 5,5%, chiffre dévoilé par l'INSEE le 26 mars dernier. Le changement de base de l'INSEE n'explique qu'une petite part de cet écart, celui-ci est en réalité lié à des recettes bien inférieures à la prévision, en particulier du côté de la TVA, de l'impôt sur les sociétés et des droits de mutation à titre onéreux. Hors période de crise, cet écart entre prévision et exécution est sans précédent. Se pose donc d'une part la question du suivi de la situation budgétaire et financière par le gouvernement et de l'information que nous trouvons actuellement insuffisante, et pour tout dire, c'est une litote, du Parlement. Et d'autre part, celle de la qualité des prévisions de déficit public et notamment des prévisions de recettes qui ont singulièrement posé problème sur l'exercice 2023, mais également question des prévisions macroéconomiques. Il faut à cet égard rappeler ici que c'est leur caractère trop optimiste pour 2024 qui a motivé le premier décret d'annulation de 10 milliards d'euros du 21 février dernier, adopté seulement 2 mois après la promulgation du projet de loi de finances. La prévision de croissance pour 2024, initialement à 1,4%, a été révisée à hauteur de 1%, qui est encore un montant qui peut sembler à certains assez haut. Vous nous direz, selon vous, ce qu'il en est. Je terminerai ce propos par 3 questions qui pourront guider votre propos introductif. Tout d'abord, l'écart entre le solde public de 2023 constaté et les estimations données publiquement par le gouvernement en fin d'année 2023 vous paraît-il normal ou relève-t-il notamment d'estimations trop optimistes ? Ensuite, comment les recettes fiscales pourraient-elles être mieux appréciées, soit en loi de finances initiale, soit en cours d'année, et notamment à l'automne ? Enfin, pensez-vous que le gouvernement prend correctement en compte les travaux des économistes lorsqu'il construit ses textes financiers ? Alors ça, c'est une question pro domo facile. Bien, je sens la réponse. Je vous donne donc la parole pour une intervention liminaire, à la suite de quoi le rapporteur général et les autres membres de la commission auront, je n'en doute pas, des précisions à vous demander. Donc je vais, si vous voulez bien, demander à M. Ecal de prendre la parole en premier. M. Ecal, nous vous connaissons à la commission, on vous a reçu quelques fois. Avec une expérience forte dans l'administration économique et à la Cour des comptes. Vous êtes désormais président fondateur de l'association FIPECO. Vous avez donc la parole pour un premier propos introductif. C'est là. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, je vous remercie d'abord de m'avoir invité aujourd'hui à vous présenter mes réflexions sur les prévisions de finances publiques. Je traiterai successivement les prévisions du déficit public de l'année en cours qui sont faites en février-mars. Et à cette occasion, je montrerai comment le gouvernement tient compte des travaux de ses propres économistes. Puis celles qui sont faites pour l'année en cours en octobre-novembre, donc à la fin de l'année. De 1993 à 1997, j'étais le sous-directeur finances publiques de la direction de la prévision du ministère des Finances, qui a ensuite fusionné avec la direction du Trésor. Ma sous-direction établissait les prévisions de finances publiques en comptabilité nationale, notamment, évidemment, le déficit public. À la fois,
les prévisions techniques et les prévisions normées, ou les comptes de présentation, comme on disait à cette époque. Une loi d'orientation des finances publiques de 1993 prévoyait un déficit public de 2,5% du PIB en 1997, relevé à 3% en juin 1995 par le nouveau gouvernement. Pendant toutes ces années, j'ai écrit des notes pour le ministre où je montrais que nos prévisions techniques de déficit pour 1997 étaient largement supérieures à 3,0% du PIB. En février 1997, notre prévision technique était de 3,5% du PIB, même en incluant, à hauteur de 1 demi-point de PIB, une opération exceptionnelle dont la comptabilisation était incertaine. L'Assemblée nationale a été dissoute et le nouveau gouvernement a demandé en juin un audit à 2 magistrats de la Cour des comptes, choisis intuitu personae. Je leur ai transmis nos prévisions techniques. Et ils ont conclu à un déficit compris entre 3,5 et 3,7% du PIB en 1997. Des mesures de redressement à effet immédiat et un peu de créativité budgétaire et de chance ont conduit à un déficit de 3,0% du PIB en 1997, affiché par l'INSEE en mars 1998. Les règles comptables ont été modifiées quelques années plus tard. Et aujourd'hui, si vous regardez les séries d'INSEE, vous trouverez que le déficit public de 1997 est égal à 3,7% du PIB. En juin 2002, à la suite d'un changement de majorité parlementaire, le nouveau gouvernement a demandé un nouvel audit aux 2 mêmes magistrats. J'avais moi-même été intégré à la Cour des comptes et j'ai fait partie de leur équipe. Le programme de stabilité d'avril 2002 prévoyait un déficit public de 1,9% du PIB en 2002. Nous avons obtenu les prévisions techniques de la direction du Trésor qui se soldaient par un déficit de 2,4% du PIB, un écart de 0,5 points, et les prévisions d'exécution de la direction du budget. Nous avons refait nous-mêmes certaines estimations et conclu un déficit compris entre 2,3 et 2,6% du PIB au lieu de 1,9. De 2008 à 2016, j'étais le rapporteur général du rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques. Je n'ai jamais obtenu les prévisions techniques de la direction du Trésor et les prévisions d'exécution de la direction du budget, sauf en 2012. À la suite d'un changement de majorité parlementaire, le nouveau gouvernement a demandé en juin 2012 un audit des finances publiques, cette fois à la Cour des comptes en tant qu'institution, que j'ai réalisé avec un autre magistrat de la Cour des comptes. Le programme de stabilité d'avril 2012 prévoyait un déficit public de 4,4% du PIB en 2012. Nous avons obtenu les prévisions techniques des directions du Trésor et du budget, qui conduisaient à un déficit de 5,0% du PIB, écart de 1 demi-point de PIB. En utilisant leurs notes et d'autres informations, nous avons refait nous-mêmes certaines estimations et conclu un déficit compris entre 4,7 et 4,9% du PIB. Je note à cet égard que les programmes de stabilité présentés en avril ont toujours tenu compte du déficit public de l'année précédente, annoncé en mars par l'INSEE. Je pense donc, entre parenthèses, que celui d'avril 2024 aurait de toute façon tenu compte du déficit de 5,5% du PIB de 2023. Je reviens en 2012. Le programme de stabilité d'avril 2012 prévoyait un déficit de 3,0% du PIB en 2013. La prévision technique de la direction du Trésor était un déficit de 4,6% du PIB, écart de 1,6 point de PIB. La Cour des comptes, dans son audit, a conclu à la nécessité de mesures nouvelles de redressement à hauteur d'une fourchette de 1,0 à 2,0 points de PIB pour ramener le déficit à 3,0% du PIB en 2013, conformément au programme de stabilité. De 2012 à 2015, j'ai été membre du Haut Conseil des finances publiques. Je n'ai jamais vu les prévisions techniques des directions du Trésor et du budget. En 2016, je me suis mis en disponibilité et je n'ai depuis évidemment aucune information particulière sur ce qui se fait au ministère des Finances. J'ai quand même noté que l'audit de 2017 de la Cour des comptes montrait que ces auditeurs avaient observé à peu près les mêmes résultats. Au total, pour répondre à votre question, Monsieur le Président,
J'ai rarement eu l'impression, au cours de ces plus de 20 années, que les gouvernements successifs prenaient en compte les travaux de leurs propres services économiques, sans même parler des autres économistes. Pour ce qui concerne les prévisions de déficit de l'année en cours, réalisées en octobre-novembre, à la fin de l'année, j'ai comparé de 2007 à 2022, sur 15 ans, le déficit public prévu à l'article liminaire de la loi de finances de fin de gestion et le déficit annoncé par l'INSEE en mars de l'année suivante. Le déficit de 2010, publié par l'INSEE en mars 2011, était inférieur de 0,7 points de PIB à celui prévu dans cet article liminaire à l'automne 2010. L'écart était dans le bon sens. J'ai compté 4 fois des écarts dans ce même bon sens, compris entre 0,2 et 0,4 points de PIB, et 3 fois des écarts dans le mauvais sens de 0,2 ou 0,3 points de PIB. Les prévisions qui sont réalisées à cette période de l'année restent fragiles. J'en ai l'expérience. Par exemple, chaque année, parce que le dernier acompte d'impôt sur les sociétés versé le 15 décembre est très fluctuant et très difficile à prévoir, ou parce que les investissements des collectivités locales sont concentrés sur le dernier trimestre et eux aussi difficiles à prévoir. À ces fragilités habituelles s'ajoutent chaque année des incertitudes spécifiques à certaines recettes ou certaines dépenses. Au total, il me semble qu'une erreur technique de 0,3 point de PIB est normale à cette période de l'année. Au-delà, il faut s'interroger sur son origine. À cet égard, et pour ce qui concerne les prévisions de recettes fiscales, la Cour des comptes a publié en décembre 2013 un référé sur les prévisions de recettes fiscales que j'avais écrit. J'ai observé à cette occasion que l'organisation des travaux de prévision et les méthodes utilisées au sein du ministère des Finances n'avaient pas beaucoup changé depuis l'époque où j'y travaillais et pouvaient être améliorées. Je ne suis pas sûr qu'elles aient beaucoup changé depuis 10 ans, mais il faudrait le vérifier, ce que je ne peux pas faire moi-même, et je n'ai pas eu connaissance d'une nouvelle publication de la Cour des comptes sur ce sujet. Je vous remercie. Bien. Allez, c'était l'entrée en matière de M. Ecal, très précise. Alors nous allons poursuivre avec Mathieu Plane, que nous connaissons également très bien à cette commission, directeur adjoint de l'OFCE et spécialiste des questions de finances publiques. Monsieur Plane, vous avez donc la parole. Alors vous commencez traditionnellement avec un petit support. Bonjour, merci de me recevoir pour cette audition. J'ai préparé quelques slides, alors peut-être un peu techniques, mais pour essayer de comprendre ce qui s'est passé sur l'année 2023, qui a quand même été un effet de surprise important sur la question notamment du déficit. Juste pour essayer de comprendre un peu les enjeux économiques autour de tout ça, ce que vous voyez ici, c'est les écarts de prévision de croissance et de déficit sur les différents projets de loi de finances depuis 20 ans. Vous voyez, en bleu, c'est l'erreur sur la croissance et en rouge, sur l'erreur sur le déficit solde public. Sur les projets de loi de finances, alors ça, c'est sur l'année N+1, enfin c'est l'année T, c'est-à-dire que le projet de loi de finances pour PLF 2024, c'est donc fait à l'automne 2023 pour 2024. Ce qu'on voit, c'est que dans ce cas-là, les erreurs de prévision peuvent être importantes, on le connaît, hein, l'exercice est difficile. Et on voit que la plupart des erreurs de prévision ont lieu lors des crises qui ne sont pas anticipées. Et on voit qu'il y a eu 3 chocs importants. La crise des subprimes, on voit un écart de prévision qui est important. Crise des dettes souveraines. Donc effectivement, sur les subprimes, quand vous faites le projet de loi de finances pour 2009 à l'automne 2008, avant la faillite de Lehman Brothers, c'est assez compliqué de l'anticiper. Vous avez la même chose sur la crise Covid. Quand vous faites le projet de loi de finances pour 2020 à l'automne 2019, vous avez du mal à anticiper une crise de cette ampleur. Donc on voit que les erreurs peuvent être très importantes et ça, j'allais dire, c'est assez récurrent. On voit que là, pour le coup, 2023 n'a pas de caractéristiques spécifiques. Quand vous voyez, le projet de loi de finances, en fait, pour 2023, pas celui de 2024, hein, en fait, prévoyait déjà une croissance de 1%. En réalité, on voit que ça atterrit à 0,9. Donc après, il faut regarder, en réalité, ce qui est plus particulier, c'est quand vous faites une erreur sur l'année en cours du projet de loi de finances quand il est fait à l'automne. Alors, ce que j'appellerais l'année T-1. C'est-à-dire que vous faites le PLF 2024 et l'erreur est sur 2023.
Or, on a une information qui est quand même assez connue, parce qu'on connaît une partie de l'année, on connaît plus de la moitié de l'année, en réalité, lorsqu'on fait ce projet de loi de finances. Et là, on voit que le résultat est un peu différent. Et là, donc, c'est ce graphique-là, quand on regarde les écarts et les erreurs de prévision, on voit que 2023 se caractérise par une erreur de déficit qui est quand même, j'allais dire, assez importante. Sur les 20 dernières années, vous voyez que la seule année où il y a eu autant d'erreurs, sur l'année en cours, enfin, j'allais dire l'année T-1, c'est 2008. Or, 2008, comme vous voyez, il y a eu il y a une crise, et puis surtout, il y a une erreur de prévision sur la croissance. Vous voyez, c'est le trait bleu, ce qui n'est pas le cas, notamment pour 2023. L'erreur de prévision, elle est vraiment sur le déficit, elle n'est pas sur la croissance. Et d'ailleurs, quand je corrige, alors c'est peut-être un peu technique, hein, mais ce graphique-là, c'est dire, en fait, si je tiens compte de l'erreur de prévision de croissance et que je l'intègre à ce que j'aurais dû avoir comme déficit, en fait, quelle est l'erreur sur le reste? Et là, vous voyez, c'est le trait orange, hein, pour 2023 dans l'histogramme. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on corrige de ça, 2023 est même la plus grosse erreur de déficit corrigé de la croissance sur l'année T-1. Moins 0,6 points de PIB, c'est beaucoup quand vous ne vous trompez pas sur la prévision de croissance, ou en fait assez faiblement. Vous voyez qu'à l'inverse, vous pouvez avoir des bonnes surprises. On a vu, par exemple, sur 2021, très clairement, et ça, c'est pour ça qu'il faut quand même l'intégrer, hein, c'est que 2021 et 2022, à l'inverse, on a des très bonnes surprises du côté des déficits par rapport à ce que prévoyait le gouvernement. Si je poursuis là-dessus, en fait, ce qui se passe, et ça a été dit en partie par François Heckel avant, il y a eu des mouvements fiscaux assez importants sur 2023, comme vous pouvez voir, qui arrivent après 3 années assez exceptionnelles en termes de rentrée fiscale, au regard de la croissance. Ce qu'on appelle les élasticités des recettes fiscales au PIB ont été très fortes. Et vous voyez que si on accumule le gain cumulé à la bonne surprise de recettes fiscales, j'allais dire, sur 3 ans, on a 2,5 points de PIB supplémentaires qui sont liés à des rentrées fiscales supérieures à la croissance du PIB. Or, 2023, en fait, il y a un atterrissage important, où on a un retournement de ces élasticités qui a été plus fort que prévu. Mais il faut bien prendre en compte ça, c'est que 2023, c'est une erreur de prévision qui arrive après 3 années où l'erreur est dans l'autre sens. On a plus de rentrées fiscales que ce qui était anticipé. Et vous voyez que le gain cumulé est de 2,5 points de PIB, ce qui est beaucoup sur 3 ans, hein, lié à cette élasticité de recettes fiscales supérieure à l'unité. Et on en perd 1,5 point en une seule année, donc, mais on n'efface pas tous les gains accumulés. Donc l'erreur, c'est en fait de penser que ce phénomène-là peut être permanent. Et donc forcément, il y a des effets très cycliques dans les élasticités des recettes fiscales au PIB. Donc j'allais dire, la prévision de croissance, c'est presque secondaire sur le problème. Alors maintenant, quand on regarde, et je reviendrai là-dessus, hein, avant de m'arrêter, j'allais dire l'anatomie du dérapage budgétaire 2023, comme on voit, on a 0,6 points de PIB d'écart de déficit, hein, donc 5,5 contre 4,9. On voit que l'erreur sur la dépense est assez faible. On a à peu près un quart qui s'explique par l'erreur sur la dépense, notamment sur les consommations intermédiaires. Pourquoi? Parce que les prix de l'alimentaire et de l'énergie ont été supérieurs à ce que prévoyait le gouvernement. Mais en réalité, l'erreur, elle est surtout sur les recettes fiscales. Et François Heckel l'a dit. Donc là, on a 3/4 de l'erreur qui est sur les recettes fiscales. Et donc là, alors j'ai essayé de le faire. C'est pas facile, justement, de regarder quelles étaient les prévisions dans le projet de loi de finances de chacun des impôts ou même cotisations sociales, hein, et la réalisation que donne l'INSEE. C'est ce petit graphique, hein, que vous voyez. Et vous voyez que clairement, on a des erreurs qui sont assez importantes et qui sont surtout, on le voit, une forte erreur de prévision sur l'impôt sur les sociétés. Sur les cotisations sociales, un peu sur la TVA. Alors la TVA, c'est compliqué parce que est-ce que c'est la TVA nette budgétaire de l'État ou c'est la TVA totale? Bon, l'information, j'avoue, est difficile à trouver. Quand on veut faire prévision-réalisation, on a du mal, il faut jongler un peu. Donc c'est vrai que voilà, ça c'est une estimation, je ne suis pas sûr à 100% de mes chiffres. Hein. En tout cas, vous voyez les erreurs. Ce qui est intéressant, c'est que faire une erreur sur les cotisations, ça peut arriver, mais les cotisations représentent à peu près 30% des recettes publiques. Ce que je veux dire, c'est que 3 milliards d'erreurs sur les cotisations sociales, c'est pas pareil que 3 milliards d'erreurs sur l'impôt sur les sociétés. Là, c'est ce graphique-là. Vous voyez que l'impôt sur les sociétés représente, si je prends ça, c'est de l'ordre de 3, c'est quoi? C'est 4% des recettes publiques, quand les cotisations sociales sont plutôt à 28%.
Et donc là, c'est ce petit graphique. Vous voyez, ça c'est en ordonnée l'erreur de prévision de recettes fiscales par impôt et cotisation. Et de l'autre côté, en abscisse, c'est le poids de chacun de ces impôts. Et vous voyez, ce qui se détache, c'est quand même l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire que l'impôt sur les sociétés, c'est l'erreur la plus forte, alors même que c'est un impôt qui ne représente pas tant que ça. Alors finalement, la conclusion de tout ça, d'ailleurs, juste à noter au passage, sur l'erreur d'impôt sur les sociétés en France. À noter que sur l'impôt sur les sociétés, en fait, qui a baissé de 10,7 milliards en 2023, après une hausse de 14 milliards en 2022, c'est quand même colossal. La seule Banque de France a payé 1 milliard. Il faut savoir que la Banque de France paye un impôt sur les sociétés, avec les phénomènes justement de politique monétaire, a payé 1 milliard de moins d'impôts sur les sociétés. Vous voyez, il y a des phénomènes très particuliers. Donc c'est vrai qu'à modéliser, c'est pas simple. Alors, c'est pas tellement une surprise. Alors pourquoi? Alors voilà, ça c'est un peu la fin et ma conclusion sur la technicité de la prévision. C'est qu'on voit qu'on a des assiettes fiscales qui sont très volatiles. Et c'est connu, vous voyez, ça c'était dans le document, le rapport économique, social et financier du Trésor. Ce qu'on appelle les élasticités de recettes fiscales au PIB sont très fortes sur l'impôt sur les sociétés, comme on voit, et dans une moindre mesure sur l'impôt sur le revenu, CSG, CRDS. Beaucoup moins sur les cotisations sociales ou les autres prélèvements. Donc la question, c'est comment bien modéliser les impôts les plus élastiques. Alors vous voyez, ça c'est une moyenne entre ces chiffres-là de 2008 à 2017, qui vont être réutilisés pour faire des prévisions. Mais on voit que ces chiffres sont déjà pas récents et que depuis 5 ans, il s'est passé plein de nouvelles choses. Donc est-ce que ces élasticités qui sont retenues sont toujours valables? Moi, je ne suis pas capable de le dire. Je vais reprendre ces élasticités et faire une prévision avec. Et donc, il faudrait avoir une mise à jour un peu régulière de tout ça, sachant qu'effectivement, au regard des crises, on peut avoir des mouvements qui sont très forts. L'autre point, pour conclure, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier que cette chute des recettes fiscales arrive après 3 années de bonnes surprises budgétaires. Ça ne veut pas dire que les déficits sont bons, c'est qu'ils ont été moins mauvais que prévu. Il faut bien le retenir. Et ces élasticités, il faut le regarder sur le moyen terme. On ne peut pas regarder une seule année. Donc la question, c'est la vitesse d'atterrissage de ces élasticités en fonction du cycle économique. Et aujourd'hui, on a très peu d'informations là-dessus. Et sachant que chaque cycle économique est particulier parce que vous avez un choc Covid, vous avez un choc énergétique, avant c'était un choc financier, et on voit que les assiettes fiscales ne réagissent pas du tout de la même façon à un choc financier ou au fait que vous ayez de l'inflation. Donc ça, c'est très difficile quand vous modélisez. Et puis dernier point, et c'est pour ça où je trouve que l'erreur est importante, mais je relativise un peu quand même cette erreur, c'est que la prévision budgétaire est extrêmement perturbée par les mesures exceptionnelles. Et on l'a vu avec la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, notamment les boucliers tarifaires, et la création, la fameuse contribution sur les rentes inframarginales, qui devait rapporter à la base 3,6 milliards et qui n'a rapporté au final que 300 millions. Sachant que ça a été compensé partiellement par le fait que le coût du bouclier brut a été moins élevé que prévu. Mais vous voyez, vous avez des mouvements dans tous les sens, à la fois avec des élasticités des recettes fiscales qui peuvent être très fortes au regard de la conjoncture qui est très perturbée, plus des mesures exceptionnelles. Et effectivement, ça explique en partie cette erreur de prévision. Ça ne justifie pas complètement l'erreur de prévision, mais on est obligé effectivement d'en tenir compte. Merci à vous. Merci, M. Plane. Je vais donner la parole maintenant à M. Redoulès, qui a eu également des responsabilités à l'INSEE, au Trésor, au Conseil des finances publiques, avant d'être maintenant directeur des études de l'Institut Rexecode. Donc, je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup de m'accueillir. Bonjour à tous. Je vais juste afficher le diaporama. Donc, il y aura peut-être quelques choses qui vont se recouper avec mes deux collègues économistes. Donc, vous m'excuserez par avance du risque de redite que j'essaierai de limiter au maximum. Effectivement, je suis aujourd'hui directeur des études à Rexecode et j'ai eu une expérience à la fois en prévision à l'INSEE, donc je sais faire un petit peu de prévision, et au Conseil des finances publiques et la Cour des comptes sur la mécanique des finances publiques, mais expérience toute petite par rapport à celle de François, bien sûr. Peut-être pour revenir sur et aller dans le sens de ce que disait Mathieu Plane, le sujet posé sur la prévision économique, pour
le déficit 2023 ne se pose pas tellement, en tout cas au moins quand on regarde le chiffre du PIB. C'est-à-dire qu'on compare ce qu'on savait au moment de la LFI 2024, en fait du PLF 2024 ou du PLFG, c'est exactement le même scénario macroéconomique. L'écart sur la prévision de PIB est très limité. On était à 1%, on est à 0,9%. Il y a des sujets de changement de base, donc on n'a pas forcément un écart très important. Il y a quelques écarts sur les composantes, mais qu'il est difficile d'apprécier quel impact ça a pu avoir sur l'IS ou sur la TVA. Peut-être qu'il y a eu du changement de composition de la consommation. Donc en fait, on s'est révélé avoir plus de consommation en volume mais moins en valeur. C'est peut-être quelque chose de ce type ou plus de consommation vers des produits à moins de TVA, notamment côté services ou même dans les biens. Si je rappelle les avis que le Haut Conseil des finances publiques avait prononcés sur cette prévision, justement, après avoir auditionné les économistes de la place, le Conseil des finances publiques jugeait la prévision de croissance pour 2023 dans le cadre du PLF 2024 et dans le cadre du projet de loi de finances de fin de gestion 2023 réalisable. Pour la prévision de prix, il l'a jugé plausible. Là où il avait mis un message alerte, c'était sur la masse salariale, dont on avait déjà l'information qu'elle pouvait être un peu moins que ce que le gouvernement mettait dans ses prévisions. Et ça doit attendre de moindres cotisations. Donc ça, c'est peut-être un premier point qu'on avait. Ensuite, quand on regarde, on essaie de faire le post-mortem. Alors, je concours totalement à ce que disait Mathieu. C'est très difficile de recoller les morceaux. C'est difficile de trouver parfois les valeurs comparables. Alors, le changement de base de cette année ne facilite pas forcément les choses. Si on regarde les choses très à plat, on a eu quand même plus de dépenses publiques en termes de ratio. Une partie vient sans doute du changement de base et notamment du fait que, lié à la SNCF, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails que je ne maîtrise pas, mais il y a eu un peu plus de dépenses publiques, il y a eu surtout moins de prélèvements obligatoires. Et quand on regarde effectivement par impôt, la surprise négative, alors ici c'est uniquement les prélèvements obligatoires côté État. Donc c'est ce qu'il y a à la fois dans les projets de loi de finances et en termes, ce que j'appelle exécuté, c'est ce qu'on voit dans le document situation mensuelle budgétaire publié par la direction du budget. On voit qu'il y a eu des surprises négatives un peu pour chaque impôt et que effectivement si on regarde l'État, l'impact a été plus fort du côté de l'IS. Si on regarde, si on se dit, voilà, avec l'information disponible fin novembre 2023, c'est-à-dire la situation mensuelle budgétaire d'octobre, qui n'était pas disponible, par exemple, au moment du projet de loi de fin de gestion, est-ce qu'on aurait pu prévoir ça ? Alors, sur les recettes de l'État, c'est difficile à le voir, à le dire précisément. Sans doute non. C'est-à-dire qu'on prend par exemple sur la TVA, on prend l'évolution qu'on avait de janvier à octobre 2023 par rapport à celle de 2022. On applique ça à l'exécuté 2022, on essaie de faire la recette pour 2023 et on fait ça pour tous les impôts. On arrive à un petit peu moins que ce qui était écrit dans le projet de loi de fin de gestion pour 2023, mais ce n'est pas très significatif. Et c'est surtout en fait petit comme signal par rapport à la variabilité qui vient de l'IS et de la recette d'IS qui, elle, pour le coup, n'est connue que pour le 5e acompte fin décembre. Alors en fait, on a un sujet un peu plus général qui est on a rendu un certain nombre d'impôts contemporains. Donc ça a un avantage, c'est que ça lie les recettes au cycle et donc ça lie la charge fiscale du côté des agents privés, ménages et entreprises à leurs résultats contemporains. La contrepartie, c'est que c'est beaucoup plus difficile à prévoir et que la prévision économique n'aide pas forcément à prévoir ce qui se passe du côté des recettes fiscales. C'est un graphique en fait qui est un petit peu quelque chose que vous a présenté Mathieu, mais moi je commence un peu plus tôt sans dire en 2018, quand on regarde l'élasticité aux recettes fiscales. Donc on compare la croissance spontanée ou l'évolution spontanée des prélèvements obligatoires et le PIB en valeur. Pour l'instant, on a encore un petit peu d'avance, même si on se projette sur 5 ans. Donc c'est difficile de voir, au fond, d'une part, qu'on soit passé en dessous, qu'on ait une vraie surprise négative. En fait, on a plutôt une sorte de lissage, et même pour la période à venir, on pourrait même attendre presque une correction, parce qu'on s'attend à ce que là.
l'élasticité aux recettes fiscales soit peut-être un peu en dessous de 1 pour tout un tas de raisons, ne serait-ce pour la raison des allègements de charges sur les cotisations, mais aussi parce qu'on est dans un cycle immobilier baissier. Donc on a même peut-être, il ne faut pas attendre de cette surprise négative, sans doute des marges de rebond pour 2024 ou pour les années à venir. Après, de manière globale, par impôt, on pourra en discuter. Que dire sur le passé? Donc, on a vu une prévision macroéconomique quasi exacte, avec sans doute une mauvaise appréciation, mais qui était difficile de le voir et surtout de le transcrire sur les recettes fiscales en temps réel, à la fois sur les effets prix. Il y a un choc inflationniste qui a été majeur. On sait qu'à un moment donné, quand il y a un choc inflationniste, c'est d'abord favorable aux recettes publiques, ensuite ça devient défavorable aux finances publiques en général. On a eu sans doute une évolution de la composition de la demande sur la consommation avec des surprises très négatives. On a tous ces graphiques en tête où la consommation des ménages a fortement chuté en cours d'année. On sait aussi que sur un certain nombre de postes, il y a eu des ajustements. Et puis, on a des sujets aussi de comportement des différents impôts. Par exemple, on ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé sur la TVA, dont la base, l'évolution de la base fiscale a été quand même assez proche de celle du PIB. Donc on est autour des 6%, alors que la recette évolue de 3%. Donc ça ne s'explique pas forcément même par des effets de composition, il y a des effets de remboursement, sans doute de comportement de trésorerie des entreprises qui elles-mêmes font face à des surcoûts sur leurs emprunts. Je pense que le point qui ressort, c'est qu'au-delà de ce que peuvent faire les économistes, il y a une incertitude très importante sur les recettes d'IS. Mais par contre, les conséquences sont différentes selon que les surprises soient positives ou négatives, notamment parce que ça va se traduire sur un effet de base négatif pour la prévision budgétaire pour 2024. Et donc ça, c'est un sujet qui justifierait, d'une part, d'avoir une certaine modestie sur ce qu'on peut faire en termes de prévision économique, mais aussi d'avoir une logique, un principe de prudence et de s'autoriser à avoir des marges d'erreur. C'est-à-dire, je pense, le chiffre que François Écal, on ne s'est pas concerté, il indiquait qu'une erreur de prévision de 0,3 est attendable. On pourrait avoir essayer de viser une marge d'erreur et puis d'affecter les bonnes surprises à la réduction du déficit qui reste encore élevé quoi qu'il se passe. Peut-être avant de conclure quelques éléments sur la suite, parce qu'en fait là où les économistes ont quelque chose à dire, là où la prévision est importante et là où ils ne sont pas forcément tout de même très écoutés, c'est sur la trajectoire budgétaire. Et la trajectoire budgétaire, notamment de moyen terme. Alors, si on regarde ce qu'a fait le gouvernement en termes de trajectoire de PIB effectif et de PIB potentiel, on pourrait la caractériser par 2 points. Premier point, c'est que le gouvernement se base dans sa LPFP ou dans le PSTAB, ici c'est le PSTAB, sur l'hypothèse d'un écart de production très important pour 2023. Alors, on peut penser, en tant que macroéconomiste, que c'est justifié, mais pour la prévision budgétaire, c'est peut-être sans doute trop optimiste. C'est c'est se donner les moyens, c'est préempter l'hypothèse d'une accélération de la croissance au-delà de la croissance potentielle, qui par ailleurs, concernant la prévision du gouvernement, est assez élevée. Et on pourrait prendre une croissance potentielle moins élevée que 1,35 si on se basait justement sur les années, sur la décennie précédente, on est plutôt autour entre 1 et 1,2. Sur un petit point quand même pour cet écart de production, qui est en fait le point de départ du PIB potentiel, qui sert à quel le point de départ du PIB potentiel, qui donne une sorte de cible pour le PIB effectif à moyen terme, et qui est très incertain, à mesure à la fois en temps réel, mais aussi sur le passé. Donc ici, j'ai retracé ici quelques prévisions, celle de la Commission, celle de l'OCDE, celle du FMI. On voit que même sur le passé, où toute l'information est disponible, les organisations ne sont pas d'accord. Et donc ça montre l'incertitude qu'il y a sur le point de départ, et il serait raisonnable sans doute d'avoir un écart de production pour la prévision budgétaire qui soit nul, sauf une vraie justification, mais qui pour 2023 n'est pas forcément claire. Peut-être en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est que il faut quand même bien voir pourquoi la prévision macroéconomique est importante et pourquoi sans doute on devrait la prendre mieux en compte et avec
peut-être un biais prudent. Alors soit on le fait dans la prévision soit économique, soit le biais prudent on le réserve pour la prévision budgétaire. C'est que des variables macroéconomiques découlent en général des prévisions de recettes. Et ensuite, on se fixe un objectif de déficit et ensuite, on en déduit des dépenses. Or, comme je l'ai rapidement illustré, en fait, on a beaucoup d'incertitudes sur ce que va être la macroéconomie à moyen terme. On a déjà du mal pour l'année en cours, c'est encore plus pour un horizon de 5 ans. Le point de départ est difficile à prévoir, le rythme de croissance potentielle est incertain. Si on prend les institutions qui circulent, on a des écarts de plusieurs dixièmes de points qui se cumulent au fil des années. Le risque d'occurrence d'une crise n'est pas nul, il suffit de regarder les 20 dernières années. Et puis, l'effet des réformes est difficile à appréhender, dans le sens d'ailleurs positif comme négatif. Et il est difficile à appréhender, notamment surtout à timer dans le temps. On a du mal à savoir si un effort du marché du travail aura un effet dans 5 ans, dans 10 ans, même si on pense, en regardant des estimations de la recherche économique, que l'effet sera positif. Il est très difficile à dater. Et comme je répète, le problème dans les erreurs de prévision, c'est qu'elles n'ont pas le même effet quand elles se font à la hausse ou à la baisse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir sans doute une logique soit de marge d'erreur, soit de principe de prudence. Voilà. Et peut-être pour conclure visuellement, ce dernier graphique qui montre quand même, année après année, depuis 2008, la trajectoire réalisée, constatée du déficit, les différentes trajectoires de loi de programmation des finances publiques. Et on voit bien qu'on a quasi systématiquement, si on exclut la période 2017-2019, raté la cible, et qu'on a déjà raté celle qui était prévue fin 2023. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci, M. Redoulès, et merci à tous les trois pour ces présentations qui, j'allais dire, se répondaient. En tout cas, voilà. Ou se complétaient. Donc, je vais donner la parole, là, si vous voulez bien, au rapporteur général pour ses appréciations et peut-être quelques questions complémentaires. Et puis ensuite, j'ouvrirai le débat avec l'ensemble de nos collègues. Oui, merci Monsieur le Président, mes chers collègues, et merci pour les différentes interventions. En tous les cas, qui, me semble-t-il, confirment le bienfait et je crois aussi la justesse de la mission d'information complémentaire à la visite que j'ai rendue au lendemain de la fuite médiatique Élysène. Le 20, je le rappelle à chaque audition publique, parce qu'il y a eu un petit procès d'intention fait à l'endroit du Sénat en expliquant qu'on avait sorti de mauvais chiffres ou de faux chiffres. J'exploite les seuls éléments dont nous avons disposé. Donc, fuite élyséenne, moi, si vous voulez, le lendemain, un peu en plombier sénatorial, je me suis rendu à Bercy pour voir quel était à l'époque l'état du tuyauterie et notamment d'où pouvaient venir les prévisions et notamment de quelle manière, entre les directions de Bercy et le gouvernement, l'information avait passé. Je vais revenir, j'ai en gros 4 questions. Il y en a une qui est un peu, comment dirais-je, une deuxième observation sur ce que d'aucuns, et vous l'avez dit à 3, alors il y a toujours des difficultés, mais ça, de prévision, on le dit, et notamment la majorité sénatoriale le dit depuis 2 ans, en expliquant que les prévisions de croissance, notamment, et les prévisions budgétaires sont plutôt teintées d'un excès d'optimisme. Et la réponse, alors certes, elle est faite a posteriori, mais la majorité sénatoriale et un certain nombre de nos collègues, puisque dans les auditions, certaines auditions que l'on fait avec les directions, avec le président, quand on parle de prudence, aujourd'hui, on a plus d'écho qu'il y a 1 ou 2 ans. Voilà, donc je pense qu'il y a finalement une sorte de rééquilibre. Je veux venir, parce que vous l'avez, c'est peut-être là une question plus pour M. Ecal, sur un petit aspect chronologique, et notamment au regard de ce que le gouvernement a fait, ou peut-être aurait pu ou aurait dû faire, lorsque la dégradation a été observée, je dirais, dans les rentrées fiscales, puisque dès le 7 décembre, une note de la direction du budget et du Trésor indique une prévision de déficit pour 2023 à 5,2
du PIB. Alors, à prendre, certes, comme toute prévision, avec les précautions d'usage. Le déficit 2023, c'est important parce qu'il est maintenu à 4,9 du PIB par le gouvernement, bien sûr, tout au long de la discussion du projet de loi de finances, mais aussi et surtout, il est confirmé le 14 décembre par le dépôt d'un amendement à l'article liminaire qui prévoit encore et toujours ce 4,9. Et donc, le 29 décembre, la loi de finances est promulguée sur ces bases. Et on a à nouveau une note de la direction du budget et du Trésor le 24 janvier qui prévoit que ce déficit risque d'être à 5,3 et non pas 5,2 comme la note de décembre. Puis, le 16 février, les mêmes directions prévoient un déficit à 5,6. Et finalement, l'INSEE, dans la publication qui n'est pas tout à fait consolidée, mais établit le chiffre à 5,5%. Donc, au regard de ce que vous avez évoqué, on va un peu au-delà peut-être de l'économiste, mais comme vous avez en plus une expérience riche et solide, d'après vous, le gouvernement aurait-il pu, alors aujourd'hui c'est peut-être plus facile, ou aurait-il dû réagir dès le mois de décembre 2023 ? Parce que quand on laisse filer, vous l'avez dit, sur un niveau de déficit public important et qui continue, je dirais, de dériver, selon moi, dangereusement, entre prévision de déficit public, trajectoire budgétaire, de toute façon, la pente à remonter sera plus, je dirais, plus dure pour l'ensemble des acteurs publics et privés. Deuxième question, peut-être sur un temps plus long. Je pense que vous avez répondu, mais moi j'ai noté que sur plus de 20 ans, de ce que vous nous dites, on n'a jamais eu ce type d'écart dans les prévisions entre les prévisions et l'exécution de recettes par une même majorité gouvernementale, c'est-à-dire, j'ai bien entendu, et vous avez fait le rappel, M. Ecal, notamment sur, lors de changements de majorité, des ajustements pour regarder, mais hors ces cas-là, est-ce qu'on a déjà eu ce type d'écart, évidemment à la baisse notamment, évidemment hors période de crise, puisqu'on peut convenir que ce qui s'est passé en 2023 n'est pas en période de crise. Alors on est peut-être en période de poursuite intempestive du quoi qu'il en coûte qu'on devait arrêter, qu'on n'arrête jamais, qui finira bien un jour par peser. Et à mon avis, c'en est une des explications. Troisième élément, sur peut-être les hypothèses du gouvernement sur le retour, la prévision d'un retour rapide au plein emploi. C'est ce qui d'ailleurs soutient en partie les prévisions de déficit public. Est-ce que ces hypothèses vous paraissent réalistes, sachant qu'il faut peut-être aussi creuser derrière ce qu'on met dans plein emploi, puisque quand on a 1 million de personnes qui sont en formation, on peut penser que ce n'est pas tout à fait la même chose que d'être en emploi durable, en CDI. Et enfin, dernière question, dans le bouclage macroéconomique des prévisions de déficit public, en fait, c'est ce qui permet de prendre en compte les rétroactions qui peuvent exister entre la croissance et le solde public. Et ça a été critiqué par le Haut Conseil des finances publiques. Est-ce que ce bouclage vous paraît aujourd'hui réaliste, et notamment peut-être, puisque vous l'avez également évoqué, dans le cadre du programme de stabilité, puisque les prévisions pour 2024 et 2025 intègrent-elles, selon vous, bien et suffisamment le potentiel effet récessif des mesures prises? Première coupe sombre le 20 février, 10 milliards. On annonce 10 milliards de plus. Pour 2025, est déjà annoncé ou sont déjà annoncés 20 ou 25 milliards de coupes supplémentaires. Donc, forcément, ça a des effets. Et quand on est au Sénat, et je terminerai par là, on le voit bien, parce que notamment la promotion du fonds vert, qui était prévu comme un accélérateur d'accompagnement de la transition écologique énergétique. Le coup de frein, alors si j'écoute le gouvernement, je peux l'entendre, c'est peanuts. Sauf que quand on est dans nos départements, c'est un peu panique à bord, parce que les services de l'État, et c'est normal, avaient laissé entendre qu'il y aurait un accompagnement assez fort et puissant. Et là, il faut freiner. Et le freinage, il est
malheureusement, il est fait avec, non, à mon avis, un manque de discernement, c'est-à-dire qui, pourquoi, c'est un peu au doigt mouillé. Voilà. Alors, or, dans les prévisions, et vous l'avez dit les uns les autres, il y a déjà beaucoup de variables. On a même entendu dans des auditions que l'extrême hétérogénéité et diversité de notre système fiscal ne facilitait pas la prévision. Voilà. Je pense qu'avec ces questions, il y a déjà peut-être un certain nombre d'éléments concrets qui peuvent ou pourront vous faire réagir. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Je voudrais, pour ma part, revenir simplement sur deux ou trois remarques que vous avez faites, qui m'intéressent beaucoup, parce qu'on a eu du mal, et le rapporteur général l'a dit, quelquefois à faire bouger l'administration, notamment l'administration là-dessus, sur ces sujets, et on les sent plus ouverts aujourd'hui, notamment sur les questions que vous avez, pour certains d'entre vous, appelées prudence, comment dire, et apprécier ou quantifier une marge possible d'erreur, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas, ou en tout cas on ne nous a pas fait part. C'est-à-dire, moi je m'attendais à ce que sur toutes les recettes, globalement, mais avec une vision que l'on a, qu'on partage beaucoup ici, qui est la vision des élus locaux. Vous savez, quand on fait nos budgets, on aime bien connaître les marges d'erreur et on aime bien se situer, je veux dire, de manière plutôt prudente. C'est-à-dire prendre plutôt le chiffre bas, quitte à avoir des bonnes nouvelles et faire un peu plus. Mais ça, c'est possible sur un budget local. C'est sans doute plus complexe sur une question de politique de budget national, mais quand même. Donc la question, moi je trouve toujours que lorsque tous les indicateurs sont finalement corrigés à la baisse, ça veut dire que globalement, on a surjoué partout, quoi. Ou en tout cas qu'il y a eu, qu'on n'a pas modulé selon les recettes pour essayer de prendre en compte des possibilités de risque. Bon. Et donc, est-ce que cette question, mais est-ce que ça a du sens, cette question de l'intervalle de confiance, un peu, de certaine façon, c'est-à-dire d'être capable pour chacune des rentrées financières, budgétaires, d'avoir une valeur basse, une valeur haute, puis peut-être donc là-dedans une capacité à jouer sur cet intervalle. Mais est-ce que pour vous ça a du sens, ou est-ce que c'est purement théorique, quoi, finalement? Ce qui peut se faire dans un budget local ne peut pas se concevoir aussi facilement sur un budget national. Mais ça pose quand même, cette question de la prudence est quand même au cœur du sujet, parce que pour le coup, l'impact, il y a la question c'est la première fois que, de manière aussi marquée, sans que ce soit une question liée au déficit public, mais que ce soit une question, ou à la croissance, pardon, mais que ce soit vraiment lié à une erreur d'appréciation des recettes, c'est malheureusement la mauvaise année pour que ça arrive, quoi. C'est-à-dire, alors c'est jamais une bonne chose. Enfin, bon, quand on est à, je sais pas quoi, à 2,5% de déficit public, bon, hein, on constate une erreur, bon, très bien, parfait. Lorsqu'on annonce partout et qu'on se fait les chantres au niveau européen d'un équilibre, d'une vision de finances publiques tenues, etc. Là, par contre, c'est désastreux en termes de résultats, en termes de vision. Hein. Voilà, ça tombe mal, on peut dire. Alors certains pourraient imaginer, cette fois, t'as pas de chance, mais bon, ça va pas, quoi. Bon, ça nous plaît pas beaucoup, cette histoire-là. Donc la question, c'est comment on pourrait, je vous renvoie cette question, comment peut-on être prudent, selon vous, d'un point de vue technique, hein, comment on pourrait mettre en route cette espèce de prudence budgétaire pour permettre d'arriver effectivement à des solutions qui soient traditionnelles. D'ailleurs, on joue à la marge au dernier trimestre si on n'est pas bien sur quelques recettes, sur quelques dépenses, pardon, qu'on bloque, etc., mais ça reste marginal. Bon, voilà. Comment on peut revenir à ça? Comment on peut avoir des techniques là-dessus? Et une des questions qui est derrière, c'est notamment le 5e acompte sur l'impôt sur les sociétés, qui, de mon point de vue, va être très significatif là,
le lien au 5e acompte va être très significatif. Et donc, d'une certaine façon, moi j'ai été un peu brutal dans une rencontre qu'on a eue, une audition, j'ai dit, mais puisqu'on ne sait pas du tout, puisque c'est à la main des entreprises et qu'on ne sait pas du tout le prévoir, est-ce qu'il ne faut pas le mettre à zéro et en faire une recette de constatation d'une certaine façon? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça tient la route ou pas du tout? Sur l'élasticité, c'est un point qui est très intéressant. Alors vous avez en plus aggravé, c'est M. Rodriguez qui a aggravé la chose, parce que pour nous, l'élasticité de moyen terme, c'était 1. Et donc la question, c'était comment, après 2 années d'augmentation forte, d'élasticité forte, on redescendait. Est-ce qu'on redescendait brutalement comme c'est arrivé, ou est-ce que ça se faisait sur 2 ou 3 ans? Bon, là, on pouvait admettre qu'une erreur, bon, c'est pas trop, etc. M. Rodriguez, vous avez aggravé la chose en disant qu'en plus, ça pouvait ne pas être 1. Ça pouvait être, l'élasticité pouvait descendre en dessous de 1 à l'avenir. Alors, une question là-dessus, si vous pouvez aller un peu plus loin sur ce sujet. Voilà quelques sujets du rapporteur que j'ai complémentés. Est-ce qu'on peut avoir quelques... Alors, la règle du jeu, c'est réponse rapide. Vous connaissez la règle. Merci. Alors, on commence par M. Ecal. Merci beaucoup. Alors, donc, pour reprendre les questions du rapporteur général, d'abord, pour ce qui est des prévisions qui sont faites en début d'année, notamment le programme de stabilité pour l'année en cours et les années suivantes. Au cours de ces 30 dernières années, ces prévisions ont toujours été trop optimistes et plus optimistes que les prévisions techniques de la direction du Trésor et de la direction du budget. Le résultat, c'est le graphique que vous avez devant les yeux. On peut le faire remonter à 10 ans avant, hein, à 93. Nous n'avons jamais respecté ce que nous avons inscrit dans les programmes de stabilité et les lois de programmation. Jamais. La courbe du déficit effectif, elle est en bas, elle est toujours inférieure, elle est toujours plus bas que la prévision. Alors, après, pour ce qui est des prévisions de fin d'année, là, c'est un peu différent. Parce que quand on arrive en novembre-décembre, on est plus loin du moment de vérité. Le moment de vérité, c'est quand l'INSEE affiche le déficit public comptable en mars de l'année suivante. On n'est plus qu'à quelques mois. Donc à ce moment-là, on ne peut plus trop raconter d'histoire. Et les prévisions qui sont inscrites pour moi, en principe, dans les lois de finances de fin de gestion ou dans la loi de finances initiale pour l'année suivante, normalement, elles se rapprochent quand même assez de ce que les services pensent être vraiment le résultat de l'année. Que s'est-il passé en 2023 ? Je pense, comme l'ont montré les chiffres cités par le rapporteur général, je pense qu'en novembre-décembre, les services de Bercy faisaient ce que je considère être un peu l'erreur technique normale, de l'ordre de 0,3 à 0,4 points de PIB, mais que probablement, en effet, le ministre n'a pas annoncé. Il aurait pu, en effet, techniquement, annoncer que le déficit public pour 2023 ne serait pas de 4,9, mais de 5,2, 5,3. Sans doute ne pouvait-il pas dire 5,5, parce que là, il y avait cette erreur de 0,3 points, voilà, qui me paraît normale encore à ce stade de l'année. Il ne l'a pas fait. Il a, je pense, moi je n'étais pas à Bercy, donc je pense qu'il a procrastiné. Je peux comprendre pourquoi. Parce que, à défaut de l'absurde, je peux comprendre, parce que si on avait modifié les prévisions de recettes fiscales, de cotisations sociales pour 2023, il fallait aussi modifier celles de 2024. Parce que, comme l'a rappelé Olivier Noulès, il y a un effet base qui fait que ça a un effet mécanique sur les recettes de l'année suivante. Donc il fallait aussi modifier la loi de finances initiale pour 2024 en décembre. Alors je ne vais pas, c'est pas moi qui vais vous raconter comment a été votée la loi de finances initiale pour 2024, mais je comprends que le ministre de l'économie, en mon fort intérieur, hésiter à remettre sur la table un des amendements et qu'il faille revoter l'article d'équilibre en particulier. Voilà, je comprends un défaut de justifier.
Ensuite, pour ce qui est de la question du président sur les marges d'erreur, oui, on peut faire apparaître des marges. Alors, c'est pas facile, hein, techniquement. Ça existe déjà. Je rappelle, alors je crois que c'est systématiquement dans le rapport économique et financier, dans les programmes de stabilité aussi, il y a toujours 2 ou 3 pages où il y a alors les résultats de variantes macroéconomiques. On explique quel serait l'impact sur le déficit d'une hausse du prix du pétrole de temps, d'une hausse de la demande mondiale de temps, je ne sais plus quelle variante, personne ne les regarde, mais un taux de change, voilà. Donc ce genre de choses, on sait le faire, il n'y a pas de problème. Ce qui est plus difficile, c'est de faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire sur les prévisions de recettes particulières. Parce que dans le budget, il n'y a qu'un seul chiffre qui peut apparaître. Alors on peut à côté, en effet, on pourrait à côté, dans le rapport économique et financier, par exemple, dire oui, il y a telle et telle marge d'erreur. Je pense que c'est possible, c'est pas simple, mais je pense oui qu'on peut le faire, et en tout cas, voilà, c'est possible. Pour ce qui est aussi d'ailleurs des prévisions à moyen terme, j'ai le souvenir, je ne saurais pas vous dire quand, de programmes de stabilité où il y avait 2 scénarios. 2 scénarios macro, un haut et un bas. On ne peut pas le faire pour l'année en cours parce que pour la loi de finances, il faut un seul scénario. Mais pour les années suivantes, dans les programmes de stabilité, il y a parfois eu 2 scénarios macroéconomiques. Donc je pense, oui, on peut aller dans ce sens, certainement. Merci, Monsieur Plane. Sur les mêmes questions. Oui, merci. Oui, qui sont tout à fait pertinentes. Je vais essayer d'être bref. Sur l'écart de 2023, c'est vrai qu'il est relativement historique sur l'année en cours du PLF. C'est-à-dire que, sachant qu'il n'y a pas une surprise si forte sur la croissance. Et c'est vraiment ça, l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fin, on finit à 0,9% de croissance alors que la prévision était à 1. Et l'erreur est très forte. C'est-à-dire que 0,6 points de PIB, c'est 16 milliards, hein, si je me trompe. Donc c'est vrai que quand vous faites l'historique, jamais il y a eu une telle erreur sur l'année en cours, ou alors c'était 2008 avec un effet, par contre, du second semestre sur la croissance qui a été très fort. Donc si vous corrigez de la croissance, jamais on a eu une telle erreur sur les 20 dernières années. Donc c'est vrai que ça pose quand même question. Sur les marges de manœuvre, oui, c'est intéressant. Alors après, le message est compliqué parce que vous pouvez faire plusieurs scénarios, soit parce que vous pensez qu'il y a plusieurs possibilités de scénarios de croissance qui vont affecter le déficit, et puis après, au sein des scénarios de croissance, vous pouvez avoir des marges d'erreur qui sont liées à ces élasticités. Moi, ce que je pense, c'est qu'il sera assez intéressant de découper dans l'évolution du déficit ce qui est lié à la croissance, ce qui est lié aux élasticités et ce qui est lié aux mesures nouvelles qui peuvent augmenter ou baisser le déficit, c'est-à-dire essayer de décomposer ça sur une trajectoire un peu de moyen terme. Pourquoi je dis ça? C'est que, par exemple, si vous prenez 2022, et c'est ce que montrait aussi Olivier, c'est que comme on sort de 2 années, voire 3 années de recettes fiscales supérieures au PIB, en fait, le 4,8, je ne sais pas si vous vous souvenez, le déficit public est à 4,8. Si vous enlevez les élasticés recettes fiscales au PIB qui sont très fortes sur ces 3 années, en fait, on sera à plus de 7 de déficit. Et donc le 4,8, il masque en fait le fait qu'on a accumulé énormément de recettes fiscales qui, à un moment donné, vont s'effacer. Parce que le moyen terme, normalement, vous revenez à 1. Soit vous considérez que vous ne revenez jamais à 1, soit à un moment donné, vous masquez en fait. En fait, il y a la partie immergée de l'iceberg qui sont ces recettes fiscales qui ont été encaissées. Et on croit qu'on est proche du 3. Mais en fait, on n'est pas du tout proche du 3. Et donc, je pense que ça serait important d'avoir cette décomposition. Dans les autres informations, et ça serait possible hein, d'ailleurs de le faire, parce que nous on le fait, hein, enfin, je pense que le Trésor... Et donc dans les autres informations, je trouve que ça serait intéressant que le Trésor fournisse aussi le détail, et ce qu'on disait, hein, de ses prévisions par impôt. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose qui ressemble à un tableau de l'INSEE, avec les principaux impôts par catégorie et les prévisions pour l'année en cours et l'année à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très difficile de retrouver exactement les chiffres et de regarder la prévision et la réalisation. En tout cas, si on veut estimer les choses, il faut comprendre les erreurs et d'où elles viennent à peu près, et assez clairement. Et pas uniquement les impôts d'État. Donc il y a les cotisations et il y a toute la fiscalité locale. Donc ça, c'est important. Sur les questions un peu plus macro, effectivement, du coup, ça pose énormément de questions. Aujourd'hui, on a des scénarios... intellectuellement, c'est dire on est à 5,5 points de PIB de déficit, on doit revenir en dessous de 3 d'ici à fin 2027, sur 4 ans. Ça paraît pas beaucoup, 2,6 points de PIB, mais ça fait près de 80 milliards. Comment ces 80 milliards d'euros, on va les faire, ces économies structurelles, et quel impact sur la croissance?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un peu un phénomène magique, c'est-à-dire qu'on annonce des milliards supplémentaires d'économies, mais on a du mal à documenter et savoir la montée en charge de tout ça. Et surtout, j'ai l'impression qu'on fait comme si c'était totalement exogène. C'est-à-dire qu'on peut faire des économies magiques qui n'impactent pas la croissance. Ça serait super, hein. Mais ça s'appelle les multiplicateurs budgétaires, et force est de constater qu'ils existent. Ils peuvent être plus ou moins élevés, mais dans tous les modèles macro, d'ailleurs le FMI a fait beaucoup de travaux aussi sur ces questions-là, il y a forcément un impact. Sinon, on n'aurait pas de problème finances publiques. Si on pensait que c'était uniquement comptable, on a besoin de 80 milliards et vous n'avez pas d'effet sur la croissance. Donc moi, je pense qu'il y a un besoin d'information qui est de dire, si vous voulez, la priorité est de redresser les finances publiques, alors à ce moment-là, il faut documenter ces économies budgétaires de façon détaillée et puis après, de les analyser, de regarder l'impact sur la croissance et de faire un bouclage macroéconomique. Aujourd'hui, on est incapable de faire un bouclage macroéconomique, si ce n'est à la louche. Et c'est un problème parce que du coup, on ne sait pas si c'est crédible ou pas. Voilà. Et après, bon, je m'arrête là, effectivement, parce que on voit qu'on, malheureusement, j'allais dire, on a mangé un peu notre pain blanc sur l'histoire des élastiques des recettes fiscales au PIB. Même on n'est pas revenu, on n'a pas effacé tous les gains, et ça a été montré aussi par Olivier aujourd'hui. Donc si on revient à l'unité, on ne peut pas attendre grand-chose de ce côté-là. Nous, sur les prévisions de croissance, effectivement, on n'a pas une reprise aussi dynamique que le gouvernement qui ferme effectivement son output gap et qui se retrouve avec une croissance assez dynamique, tout en faisant 80 milliards d'économies budgétaires. Effectivement, si vous prenez tous les points, on est face un peu, c'est la quadrature du cercle. On ne voit pas trop comment ça peut fonctionner, sauf une surprise qu'on n'aurait pas effectivement anticipée. Mais quand vous utilisez un modèle macro, effectivement, aujourd'hui, ça semble assez compliqué. Et donc, c'est vrai que ça pose la question de dire, si la priorité, c'est de réduire ce déficit, faire 80 milliards, il faut les documenter. Et alors ça, c'est mon point de vue, c'est qu'il ne faut pas après courir après la baisse, enfin, après un objectif nominal de déficit, parce que forcément, ça aura un objectif récessif, ça aura un effet récessif. Et certainement, on aura du mal à atteindre les 3%. Et si on essaye absolument de les atteindre, on va renchérir sur des économies. Et donc, du coup, on a des effets récessifs qui vont être auto-entendus. Donc, documentons sur 5 ans les économies à faire, faisons-les. Et après, si la croissance est meilleure que prévu, tant mieux. Si elle est moins bonne, il ne faut pas aller plus loin, parce que là, ça peut devenir dangereux. Merci. Monsieur Redolès. Remettez-le. D'être très bref. Merci beaucoup pour ces questions. Alors je vais aller tout de suite sur les questions plutôt macro au début. Sur le retour au plein emploi, en fait, c'est toujours un peu compliqué de savoir déjà exactement ce que c'est que le plein emploi et ce qu'on veut dire par plein emploi pour les finances publiques. Si c'est revenir à 5% du chômage, c'est pas juste créer l'équivalent de 2 points de population active. Si on revient un peu sur le passé, on a créé depuis 2019 à peu près 1,2 million d'emplois, ça fait 4 points de population active. Donc on devrait déjà être en quelque sorte, si comptablement, aux 5% de chômage. En réalité, c'est qu'il y a des effets de flexion. Il y a aussi il y a l'effet, donc, comment les politiques d'emploi affectent la population active, comment elles font venir des gens sur le marché du travail, et puis qu'est-ce qu'on met en emploi. Si c'est les CAC 5000, les CAC 5000 apprentis, c'est pas la même chose qu'autre chose. Peut-être, si on veut aller un peu plus loin sur la question des finances publiques, au fond, ce qui compte pour les finances publiques, c'est la masse salariale, c'est-à-dire de l'emploi et des salaires. Et ça pose la question aussi de la productivité. Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'on a fortement augmenté l'emploi, mais une partie s'est traduite par des pertes de productivité. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a absorbé sur le marché du travail des gens qui étaient un peu à l'extérieur, qui étaient soit moins compétents, soit moins expérimentés, soit éloignés plus durablement du marché du travail. Mais il ne faut pas compter forcément sur ça, ou en tout cas pas à parité unitaire, pour les finances publiques. Il faut tenir compte du fait que si on augmente fortement l'emploi, il y aura moins de productivité et qu'on aura sans doute une progression de la masse salariale plus faible. Aussi, en termes, si on va un peu plus loin dans le scénario macroéconomique, des salaires moyens aussi un peu plus faibles. Et donc c'est là aussi dans la baisse du salaire moyen par tête en termes réels depuis quelques années, bon, une partie qui est du niveau de l'inflation et aussi une partie qui tient à des effets de composition de la main-d'œuvre.
Sur les aspects récessifs et le bouclage macro. Effectivement, en fait, au moins à très court terme, même s'il ne faut pas forcément les surjouer, il y a beaucoup d'incertitudes sur les multiplicateurs, qu'on coupe les dépenses publiques et surtout qu'on est en train de le faire maintenant, c'est-à-dire un peu à la dernière minute et un peu de manière brutale, les risques récessifs sont importants, ne serait-ce que pour des raisons même de désorganisation de l'appareil productif, des gens qui avaient des marchés qui n'en ont plus, bon, il faut quand même qu'ils trouvent de nouveaux clients, qui rallouent leur main-d'œuvre, leurs propres capitaux. Là où on est aidé, c'est qu'on est dans une période de taux plutôt élevé et qui devrait baisser. Et donc que cet effet-là, en général, si on est une économie avec une banque centrale à nous, ben, on devrait avoir une baisse des taux. En réalité, c'est que même la politique monétaire ne va pas forcément suivre notre trajectoire économique. Donc il ne faut pas non plus être trop optimiste de ce point de vue-là. Donc oui, en tout cas, si on veut tenir, une autre façon de dire les choses que Mathieu, si on veut tenir notre déficit, ça suppose sans doute des économies plus fortes que celles qui sont annoncées. Voilà. Et donc, ça, en termes de violence du choc, on parle beaucoup de la planification écologique, mais ça demande aussi de la planification pour bien faire les choses, parce que sinon, les coûts en termes de désorganisation, on l'a vu un peu d'ailleurs, les coûts de désorganisation, c'est l'épisode de Covid, peuvent être très forts. Est-ce qu'on a surjoué la croissance et les hypothèses fin 2000 En fait, pas tellement. Le gouvernement... on ne peut pas forcément dire qu'il a pris des hypothèses optimistes ou une combinaison d'hypothèses optimistes pour reprendre un petit peu le jugement qu'avait fait le Conseil des finances publiques, mais plutôt à l'année N+1, voire sur moyen terme. Sur l'année en cours, par contre, ce qu'on peut se dire, et c'est un peu l'inverse des effets keynésiens, c'est qu'il y a sans doute eu un arbitrage déficit et croissance. Et donc on s'est réjoui d'avoir une croissance à 0,9 qui était assez proche de la cible, mais c'est parce que, en partie, sans doute, on n'a pas vu le déficit affilé, notamment les stabilisateurs automatiques. C'est ça, au fond, l'IS, c'est des stabilisateurs automatiques, pour partie, ont joué à plein pot. Donc on a sans doute, il faut peut-être le voir sous cet autre aspect-là, et on a sans doute sous-estimé l'impact des stabilisateurs automatiques, en plus peut-être d'effets de calendaire. Cela étant, à la décharge de la direction du Trésor, ils avaient mis en prévision une élasticité infra-unitaire pour 2023. Donc on pouvait discuter de son niveau, mais on pouvait aussi se dire en toute rigueur que c'est difficile de prévoir l'élasticité. Moi je me souviens de discussions sur cette tonalité. Sur les intervalles de confiance, effectivement, en fait, mettre des intervalles de confiance, ce serait l'idéal. C'est très compliqué. C'est très compliqué à lire. C'est sans doute très compliqué dans une discussion budgétaire. Une autre façon de voir les choses, c'est qu'au fond, le vrai problème d'un déficit pour l'année, par exemple 2023, dans la prévision 2024, au moment du PLF 2024, c'est l'effet de base. C'est ça le sujet. Donc peut-être qu'on pourra prendre, quitte à avoir une estimation un petit peu brute, technique des recettes, mais prendre un effet de base, enfin une base fiscale, une base de prélèvement plus basse. Et puis ça, on pourrait moduler en fonction des incertitudes. Si on a une incertitude élevée, bon, on pourrait se dire, voilà, en termes de base de prélèvement obligatoire pour construire le PLF de l'année suivante, on pourrait partir d'une base plus faible et quitte ensuite à changer les choses. Par exemple, on pourrait prendre 0,2, 0,3, 0,5 points de PIB et de manière un peu systématique, ce qui laisse un peu de marge d'erreur. Ce serait une façon d'opérationnaliser la chose qui est sans doute pas très, très complexe. Sur les élasticités, alors, il faut distinguer le passé et le futur. Sur le passé, ce qu'on savait, c'est que, enfin, ce qu'on sait maintenant surtout, mais pour certains, on le savait un petit peu, c'est que sur la masse salariale, il y avait sans doute une élasticité infra-unitaire du fait d'abord des allègements de charges, du fait ensuite de l'effet SMIC qui rajoute ça, et du fait aussi de l'apprentissage. Donc à partir de là, on avait sans doute, de manière générale, on surestimait un petit peu les recettes. Alors, la DG Trésor avait sans doute bien pris ça en compte, mais ça justifiait, et de mémoire, dans leurs hypothèses d'élasticité, ils devaient être à 0,8 ou 0,9, mais peut-être ça aurait été plus bas, et en tout cas, ça justifierait de toute façon d'avoir une élasticité globale, vu l'importance de ces recettes, déjà un peu inférieure à 1. Ensuite, on a eu un élément marquant qui sont l'immobilier.
L'immobilier, notamment pas la construction, qui elle, pour le coup, se retrouve dans les recettes, dans la prévision de PIB, mais toutes les transactions ne sont pas dans le PIB. Et là, quand vous avez moins de transactions, moins de DMTO, ça pèse. Sur le futur, c'est toujours un peu compliqué à prévoir. Bon, on peut se dire que sur l'IS, ça va être assez compliqué à court terme, parce que si on pense que la surprise, c'est du bénéfice fiscal, pour 2024, ça devrait être assez bas. Sur la masse salariale, on pourrait avoir un effet opposé, parce qu'en fait, justement, il y a eu un effet, il y a eu une élasticité qui était infra-unitaire pour partie, parce que le SMIC a devancé les autres salaires. Maintenant, on observe une hausse des salaires réels. Ça veut dire que des salaires qui sont à des niveaux de cotisation supérieurs augmentent plus vite que le SMIC, donc que l'inflation. Donc il y a peut-être un petit peu de choses à voir sur ça. Bon, et puis sur la TVA, ça va dépendre beaucoup du comportement de consommation des consommateurs, de la composition et aussi des comportements de trésorerie des entreprises. Voici, j'espère avoir répondu. Merci beaucoup. Alors, je vais ouvrir donc le débat avec nos collègues. Évidemment, je vous demanderai, vous êtes tout à fait autorisé à regrouper par thématique, parce que sinon on risque de passer d'un sujet à un autre, ce qui est normal. Les questions, évidemment, sont différenciées, et donc de regrouper par grande thématique, si vous voulez bien, par rapport aux questions qui vous seront posées. Vincent Delahaye, puis Grégory Blanc. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas surpris par toutes ces variations, parce que ça fait quand même quelques années que je trouve que la documentation des prévisions de recettes lors des lois de finances sont indigentes. Sont carrément indigentes. On n'oserait même pas les présenter au niveau local, présenter des prévisions de recettes comme ça. Si vous les regardez bien, on n'a aucun élément qui permette de justifier les chiffres qui nous sont fournis. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Je suis effaré que M. Ecal puisse dire qu'il y a une non-communication des prévisions techniques à la Cour des comptes. Et j'aimerais savoir si le rapporteur général, c'est une question pour le rapporteur général, s'il a accès à ces prévisions techniques, s'il les demande chaque année et si on pourrait en avoir un peu des comptes rendus de temps en temps. J'avais demandé également à ce qu'on puisse faire une étude sur la TVA, parce que la TVA, on a eu des bonnes surprises pendant plein d'années. On ne savait pas pourquoi, mais on constatait les bonnes surprises. Et quand on a les mauvaises surprises, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe ?» Sur la dernière situation budgétaire que j'ai pu regarder en février 2024, il y a une variation de TVA de 10 milliards. Aucune explication. 10 milliards de variations, aucune explication. Donc moi, je trouve que Bercy est nul. Honnêtement, on dit que Bercy est très fort. Moi, je pense qu'ils sont nuls. Et j'aimerais que la Commission des finances puisse faire une étude rétrospective sur les explications de variation de la TVA. Parce qu'il y a des explications, il y a des déterminants qui justifient un certain nombre d'évolutions de ces produits. Et j'aimerais bien qu'on fasse cette étude de façon à y voir plus clair sur ce qui fait varier la TVA. Ensuite, on dit l'impôt sur les sociétés, on est surpris. Moi, je suis surpris qu'on soit surpris. Parce que les déclarations fiscales, on les fait avant le 30 juin. Toutes les entreprises font des déclarations fiscales avant le 30 juin. On a le résultat fiscal sur lequel sont basés les acomptes. Les 4 acomptes trimestriels sont basés sur le résultat du dernier exercice clos. Et toutes les trésoreries départementales de l'État ont les déclarations fiscales au 30 juin. Donc j'imagine que pendant l'été, on peut avoir tous les résultats et qu'à la fin de l'été, on a vraiment les prévisions précises de l'impôt sur les sociétés. Je ne comprends même pas qu'on puisse avoir des surprises sur le sujet. Que la Banque de France, on puisse s'apercevoir en janvier ou février qu'on a 1 milliard de moins, je ne comprends pas. Il faut qu'on m'explique, je ne comprends pas. Et donc je ne comprends pas qu'il n'y ait pas des tableaux de bord réalisés dans les départements, par les trésoreries départementales, un tableau de bord mensuel qui permette d'avoir le suivi des recettes régulièrement. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Je n'ai pas l'impression que ça existe. Le minimum, ça serait qu'on le fasse dans les 20% de trésorerie qui doivent représenter 80% des recettes. Le 20-80, on l'utilise assez souvent pour faire des prévisions. C'est quand même quelque chose d'assez facile. Donc moi, je suis assez effaré du manque de documentation, du manque d'information sur ces évolutions de recettes, et je pense que si on continue comme ça, on continuera à avoir des surprises chaque année, et des surprises qui seront plus ou moins cachées par le ministre au dernier moment, mais on risque de continuer à en avoir. Moi, je suis pour le principe de prudence, mais le principe de prudence basé sur des chiffres, et éventuellement des scénarios. On peut avoir 2 scénarios différents, un scénario bas, un scénario haut, et puis on prend un scénario médian si on a envie de prendre le scénario médian, mais au moins on en a connaissance. Merci Vincent. Grégory Blanc, puis Éric Bocquet. Oui, merci Monsieur le Président. Si on est réunis ici je ne sais pas si vous avez le micro, je ne suis pas sûr. Pardon.
C'est un problème de voix. Vous m'entendez mieux là? Oui, voilà. Je vais me rapprocher. Oui. Si on est là ce matin, c'est bien pour discuter non pas d'un problème de dérapage au niveau des dépenses, mais d'un problème au niveau des recettes, c'est-à-dire au niveau des rentrées fiscales qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Ça paraît important de le repréciser. Moi, j'avais la même question que le président Reynal sur l'élasticité. J'ai bien entendu vos réponses, à la fois celle de Mathieu Plane et puis celle qui a été faite par la suite par Olivier Redoulès sur les difficultés aussi à essayer de mieux maîtriser ce que pourrait être l'assiette. Et je me pose une question simple, c'est que comme on est dans une période, et vous l'avez dit, qui est moins une période de politique monétaire, mais davantage une période de politique budgétaire, si on n'arrive pas à mieux maîtriser notre assiette, ça pose des problèmes accrus dans la période dans laquelle on est. Et depuis plusieurs années, on a développé une fiscalité sur les flux. Comme on va avoir besoin d'investir massivement, notamment sur la transition écologique, sur la numérique, sur la transition énergétique, etc., est-ce qu'à un moment donné, le fait de reposer la question de la fiscalité sur les stocks et d'avoir des moments de correction ne sont pas des questions qu'il faut qu'on remette sur la table? Merci. Notamment sur le patrimoine. Merci Grégory. Éric Bocquet, puis Marie-Claire Carrère-Gé. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur Ecal nous a rappelé qu'à chaque alternance politique, il y avait un audit qui était réalisé sur l'état des finances publiques, quels que soient les gouvernements. Alors, est-ce que ces audits sont sincèrement nécessaires pour une équipe entrante? Parce que j'imagine qu'à Bercy, qu'au Trésor, il y a un suivi, un tableau de bord quotidien des recettes fiscales de l'État. L'impôt sur le revenu, aujourd'hui, il est mensuellement prélevé. Donc ça, c'est connu. Donc c'est une marge d'incertitude plus forte qui a été réduite. Pardon. Donc on connaît l'état de la finance, à mon avis, au jour le jour, dans les ministères concernés. Donc un gouvernement arrive. Alors est-ce que c'est, je vais faire du mauvais esprit, une manœuvre politique pour dire à l'opinion qui vient de changer de majorité, bah, écoutez, finalement, on ne pourra pas faire tout ce qu'on avait prévu de faire. On va procéder à un audit et constater l'état de dégradation des finances publiques qui est plus grave que ce qu'on imaginait. Est-ce que c'est ça? Parce qu'il existe des services qui travaillent quotidiennement là-dessus, dont c'est la charge. En gros, je vais poser une question naïve, est-ce qu'on nous ment en permanence sur l'état budgétaire et financier de notre pays, y compris nous, les parlementaires? Est-ce qu'on nous ment? Merci. Bien. Je ne sais pas si vous avez la réponse à ça, mais bon, vous allez nous dire. Enfin, la question est posée. Merci Éric. Marie-Claire Carrère-Gé, puis Michel Canvet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Une première question pour Mathieu Plane. Dans la slide sur l'anatomie du dérapage budgétaire, vous identifiez l'IS, la TVA et les cotisations sociales comme des postes où il y a des écarts majeurs à la prévision. J'ai un petit doute sur les cotisations sociales. Quand on regarde, d'une part, l'annexe au PLFSS 2023 et d'autre part, l'évaluation des comptes nationaux des administrations publiques que publie l'INSEE, il y a certes une décélération très remarquable de 4-5 au lieu de 6 des cotisations sociales, mais ça repose sur une moindre hausse de la masse salariale, mais qui avait été, il me semble, assez largement anticipée. Il me semble que l'écart à la prévision, il n'est pas du tout magistral dans le domaine des finances sociales. Deuxième point, personne n'a cité la CRIM. L'écart à la prévision, il est quand même de l'ordre de plusieurs milliards. Et enfin, une dernière question. Je me demandais dans quelle mesure l'entrée en vigueur de l'impôt mondial sur les multinationales, avec l'imposition minimale à 15%, qui est en soi une très bonne réforme à l'international, est-ce que ça ne peut pas avoir eu des conséquences sur l'IS, le niveau d'IS perçu en France, étant entendu que certaines multinationales peuvent payer plus d'impôts à l'étranger qu'elles n'en payaient auparavant? C'est une question, je ne sais pas. Merci Marie-Claire. Michel Canvet, puis Nathalie Goulet. Merci, Monsieur le Président, et merci également à nos intervenants. J'explique aux visiteurs que je reçois ici que le rôle des parlementaires, c'est de voter la loi et de contrôler le gouvernement. Et donc, il faut que nous puissions nous doter effectivement d'un certain nombre de moyens et peut-être de procédures pour pouvoir
assumer ce contrôle du gouvernement. Alors, si je regarde la situation financière de l'État au 31 mars 2024, je constate qu'il y a 1 milliard d'euros de recettes en moins, ça vient de la TVA, et je constate qu'il y a 3,5 milliards de dépenses en moins par rapport au premier trimestre 2024. Et si on analyse un peu la situation des dépenses, on voit quand même que les dépenses de personnel et de fonctionnement, qui représentent la moitié des dépenses de l'État, augmentent de 8 à 9%, de 8 à 9,5% précisément, par rapport au premier trimestre 2023. Alors, donc, est-ce que selon vous, d'abord, est-ce que l'on peut avoir des chiffres, parce que moi j'ai les chiffres que j'ai regardés sur le site de Bercy au 31 mars 2024, est-ce qu'on peut avoir des chiffres un peu plus affinés nous permettant de mieux suivre la situation, l'évolution de la situation financière de l'État? Et compte tenu de ces perspectives déjà au premier trimestre, est-ce que l'on peut arriver à la fin de l'année à réduire le déficit qui était de 172 milliards l'année dernière et prévu à 146 milliards cette année? Est-ce qu'on peut y arriver? Merci Michel. Nathalie Goulet, puis Vincent Capo-Canella. Oui, merci beaucoup. Ma question va tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Michel Canevet. Moi, j'avais l'intention de vous poser cette question: à qui se fier? Parce que finalement, l'ensemble des acteurs sont incertains, enfin, les chiffres sont incertains. Nous, on doit évidemment, que ce soit la loi de programmation ou les lois de finances, on doit faire avec les chiffres qu'on a et qui sont donc manifestement incertains. Et la situation se répercute parce que finalement, sur nos territoires, on a les conséquences de cette approximation et notamment le dernier décret d'annulation de crédit. Donc, comment est-ce que vous voyez le rôle du Parlement dans cet ensemble d'incertitudes? Merci Nathalie. Vincent Capo-Canella, puis Thierry Cozic. Merci Président. Merci à nos intervenants. Peut-être une remarque un peu plus générale. J'ai quand même un peu le sentiment qu'on se focalise sur une erreur qui est visible, qui a des conséquences réelles, mais que le vrai sujet, c'est quand même la situation budgétaire et la situation de la dette globale dans le temps. Okay. Là, je voudrais pas je me demande si on n'est pas en train de regarder un point de détail qui est majeur, qui a des conséquences, et que du coup on oublie de se focaliser sur le vrai sujet qui est la réduction de la dette et de cantonner nos dépenses et de maintenir la croissance. Bon, ceci dit, j'entends le scénario aussi que décrit François Écal comme étant une hypothèse en disant qu'en fin d'année il était très difficile de tout recaler. Bon. Je pense que peut-être qu'à la place du gouvernement, on se serait bien posé des questions sur comment faire atterrir une nouvelle prévision. J'ai pas la réponse. Bon. Sur la question de l'élasticité et des recettes, vous avez rappelé qu'on est passé de 3 ans de recettes supérieures à un ressac. Bon. Alors, est-ce qu'on écarte totalement la thèse que c'est purement conjoncturel, que c'était un petit correctif, bon, voilà. Et puis ensuite, vous avez essayé de nous dire pardon, qu'il y avait une conjonction de phénomènes. Bon, voilà, mais vraiment, est-ce que vous avez un consensus entre vous sur l'analyse de cette baisse des recettes et qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion de manière claire et, disons, politique, comme l'a dit ma collègue à l'instant? Quelles conséquences on peut en tirer pour le Parlement notamment? Sur l'affaire des prévisions techniques, bon, je vois bien qu'effectivement, on voudrait tout savoir, et c'est logique. Moi, le premier, les prévisions de la direction du Trésor et la direction du budget. Bon, alors comment peut-on faire? On peut faire des contrôles. Bon, on peut peut-être exiger que le Haut Conseil y ait accès. Mais après, le risque, c'est aussi de faire que, après tout, on nous invente un deuxième bureau qui fera la petite prévision technique, et puis il y aura une validation par un autre bureau qui fera la vraie prévision technique, ou du moins qu'il y aura un regard plus politique sur la prévision technique qui ne deviendra plus une prévision technique. Bon, voilà, donc il y a un petit sujet. Comment on peut faire? Ce serait très utile. Ensuite, dernier point sur l'histoire d'avoir un scénario prudentiel, et puis je crois que je ne sais plus lequel d'entre vous a fait cette proposition-là de dire, et c'est de bon sens, qu'il faudrait réserver les bonnes surprises à la baisse de la dette. Bon. Mais à part se donner un scénario de croissance qui soit prudentiel et un scénario d'élasticité qui soit dégradé. Bon. À part ça, comment on le matérialise? Merci. Merci Vincent. Thierry Cozic.
puis Jean-Baptiste Blanc. Merci, Monsieur le Président. Deux petites questions. Une très générale. Comme plusieurs de mes collègues, je m'interroge aujourd'hui sur ces constats qui sont faits aujourd'hui entre les prévisions, entre les écarts entre les prévisions et la réalité qu'on constate a priori. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que l'arsenal législatif est suffisant, ou est-ce qu'il est adapté en fait au contexte dans lequel nous sommes? Est-ce qu'il serait intéressant pour les parlementaires que nous sommes, pour avoir une meilleure information, qu'aujourd'hui on oblige sous une forme à construire une information plus fiable du Parlement? Et le deuxième sujet que je voulais évoquer, c'était plutôt pour M. Plane. Vous avez évoqué la situation de la dette, comme vient de le faire Vincent Capo-Canella. Vous disiez qu'en gros, il fallait trouver 80 milliards pour revenir à un déficit de 3%. Sur une grande radio située plutôt près de la principauté, vous avez déclaré qu'il semble difficile d'atteindre l'objectif de 3% de déficit public en 2027 sans toucher à la fiscalité. Et je voulais savoir, ma question était très, très simple, est-ce que, de votre point de vue, quelles mesures fiscales il faudrait privilégier face à la situation très fortement dégradée de nos finances publiques? Merci. Merci Thierry. Jean-Baptiste Blanc, puis Isabelle Briquet. Merci Monsieur le Président. Vous me permettrez une question relative à mon obsession qui est celle du ZAN. Et question pour nos invités. Je participerai au bal ouvert par Vincent Delahaye à propos du peu d'informations que nous avons sur le coût du ZAN. On s'en est ému encore hier en mission d'information avec les collègues. Et on va saisir le gouvernement parce qu'on ne sait toujours pas de quoi on parle. En tout cas, ce sera évidemment une dépense à venir. Et la question, en fait, c'est sur la perte de recettes. J'aurais aimé savoir si on a cette connaissance-là, de savoir si du fait du ZAN, c'est-à-dire de la raréfaction du foncier, de la désindustrialisation, autrement dit, en dépit de Choose France, on a du mal quand même à réindustrialiser ce pays. Est-ce qu'on sait si du fait du ZAN, du fait de la perte du foncier, on perd des recettes? Est-ce qu'on a cette connaissance-là? Merci. Merci Jean-Baptiste. Isabelle Briquet, puis Laurence Saumon. Et nous conclurons avec Laurence Saumon les questions. Merci, Monsieur le Président. Merci à nos orateurs. Vous l'avez rappelé tous, 2023 arrive après 3 années très favorables en matière de recettes fiscales. Les explications qui nous ont été données à chaque fois sur ces recettes exceptionnelles, je schématise un peu, mais plus on baisse les prélèvements, plus on a de produits. C'est l'effet... Cette mécanique, visiblement, est enrayée avec la chute importante des recettes. La réduction du déficit ne peut se jouer uniquement en termes de réduction de la dépense. Vous l'avez, me semble-t-il, tous démontré. Pourtant, le ministre de l'économie, ainsi que l'a pu le rappeler mon collègue tout à l'heure, annonce toujours un retour à 3% pour 2027, sans toucher à la fiscalité. Du coup, est-ce que ça vous paraît tenable? Merci Isabelle. Laurence Saumon. Oui, merci Monsieur le Président. Mes questions s'adressent à Monsieur Plane. C'est plus par rapport à ce qu'il a dit. J'aurais voulu avoir des précisions. Quand vous parlez, on propose de faire des économies, mais on n'évalue pas les impacts sur la croissance. Ça rejoint un peu ce qu'a dit Jean-Baptiste Blanc par rapport à une politique publique spécifique et des effets récessifs que ça pouvait entraîner. Et justement, c'était de savoir quelle était la relation entre, je dirais, Bercy et ce qui est un service qui s'appelle l'évaluation des politiques publiques, qui devrait justement éclairer le gouvernement sur l'impact que peuvent avoir les politiques qui sont proposées sur les recettes fiscales. Et le deuxième point, c'était par rapport aux recettes cette fois-ci, le besoin de connaître. Vous dites qu'il faut connaître précisément un tableau qui compare les évaluations aux réalisées. Or, vous nous présentez des graphiques qui présentent justement cet écart entre les recettes et les prévisions, de nous expliquer en quoi il faut plus de précision, plus de transparence pour pouvoir prendre les mesures correctives qui permettraient de réduire ce déficit public. Merci Laurent. Alors, pour aller dans le sens de Laurent Saumon, dans les questions qu'on a eues, on a posé cette question. Moi, je posais la question de savoir si l'administration aujourd'hui avait une espèce de référentiel
entre la dépense publique et l'effet récessif de la suppression de cette dépense. Avoir au moins une espèce de d'échelle en disant oui. Alors nous sortons. Alors il y a toujours un exemple. Hein, tout va bien. C'est toutes les aides à l'étranger. Bon, là, on vous dit, il n'y a pas d'effet récessif en France puisque c'est bon, très bien, ok. Alors donc, et quelle que soit la personne qu'on interroge, on a toujours le même exemple. Comme ça, on est tranquille. Mais est-ce que là-dessus, par exemple, vous avez travaillé un peu vous sur effectivement quelles sont finalement les dépenses qui sont plus dangereuses à manier, à supprimer, que d'autres du point de vue de l'impact récessif. Voilà, c'est ce point-là, mais c'est pour compléter, c'est pour aller exactement dans le sens de Laurent Saumon. Voilà, donc je vais vous proposer d'aller dans le sens inverse, non pas des aiguilles d'une montre, mais de la prise de parole. Donc, je vais, s'il en est d'accord et s'il est prêt, donner la parole à Olivier Redoulès. Alors, donc, je vous invite donc à regrouper par thématique autant que faire se peut pour qu'on ne se perde pas dans vos réponses. Alors, peut-être, je vais essayer effectivement de regrouper sur le suivi de la situation budgétaire. Effectivement, en fait, il faut, on peut être assez frustré à la fois des tableaux de l'information qui est donné en temps réel, que quand même Monsieur Michel Canevet a mentionné, par exemple, la dernière situation mensuelle budgétaire de l'État qui donnait une baisse assez forte de la TVA, et quand on lit la ligne d'explication, c'est pas compréhensible. En tout cas, moi, je la comprends pas. Cela étant, il faut quand même se dire que c'est pas forcément faisable, ni même souhaitable. C'est pas forcément faisable parce que techniquement, on a un certain nombre de déficits publics. Il est calculé avec des conventions de comptabilité nationale qui demandent un certain nombre d'hypothèses, qui font tourner toute une machine au sein de l'INSEE. Et en essayant d'avoir une fréquence trop forte, on pourrait sans doute rajouter du bruit et de l'imprécision. Je pense qu'il faut vivre avec cette forme d'incertitude et il faut en prendre les conséquences au moment de la décision de prévision budgétaire et de la décision de finances publiques. La prévision économique et la prévision de finances publiques, y compris même le suivi, l'évaluation en temps réel, aura des limites. Alors ensuite, est-ce que oui, est-ce que si on demandait une prévision technique à Bercy, ils en feraient une autre? Sans doute, parce que même ils ont besoin d'avoir dans leur propre circuit de décision des choses qui sont pas forcément calées, parce qu'en fait la réalité c'est qu'il y a Bercy, il suffit de regarder l'organigramme d'une des directions parce qu'il y en a plusieurs pour voir la complexité, et se dire que tel bureau aurait plus d'informations que l'autre, c'est sans doute une hypothèse forte. Et une partie d'ailleurs du normage global fait un exercice de synthèse de l'information, avec aussi des informations qui doivent être, qui font partie à un moment donné quand on fait une prévision budgétaire. Il y a aussi une partie de décision, y compris dans n'importe quelle organisation et pas simplement au sein de Bercy. Donc je pense qu'il faut, sur ce point de vue-là, il y a une part de frustration peut-être qui est justifiée. Peut-être qu'il y a moyen de faire mieux, notamment dans le contexte de la numérisation de l'économie et des technologies qui deviennent de plus en plus disponibles. Mais on va devoir vivre avec un degré d'incertitude qui restera impondérable, et donc ça envoie sur comment faire du prudentiel. Alors, je ne sais pas quel est le moyen technique ou législatif qui permettrait de faire passer ça, c'est-à-dire d'avoir des marges d'erreur. Ça peut être le gouvernement qui se donne ces marges d'erreur de lui-même. On voit par exemple qu'en 2017-2019, le gouvernement a fait un peu mieux que la prévision en termes de déficit, donc on peut y arriver. Au-delà de ça, s'il fallait vraiment contraindre, sans doute qu'on pourrait demander au gouvernement de faire une fourchette de prévision, peut-être sur le chiffre de déficit, ce qui permet d'avoir une vision à peu près consolidée, et on se dit que voilà, au pire, on veut faire du 3% ou du 5%, en fait, ça dépend des années, et donc ça donne quelque chose. Après, de manière assez technique, il me semble que le sujet clé
pour la suite, c'est à moyen terme les prévisions macroéconomiques qui doivent être assez prudentes et d'une année sur l'autre, c'est la prévision de finances publiques qui sert de base à la suite. Mais ça j'ai déjà dit. Sur le ZAN, nous, on s'est posé la question, avec Rexeco, dans un certain nombre d'industriels qui sont nos adhérents, qui nous soumettent le problème. On ne sait pas l'évaluer, mais ça pose une question de justement comment on évalue l'incidence des réformes déjà sur la croissance et encore plus sur les finances publiques. Et la réalité, c'est qu'on ne sait pas très bien le faire. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être assez prudent quand on met en place des réformes, parce que même des réformes qui partent avec des bonnes intentions, soit de l'exécution, soit parce que l'erreur est humaine, peuvent conduire à des effets qui ne sont pas complètement ceux désirés. Donc, du coup, en fait, on est dans un flux de réformes qui est assez important. Ça, on peut le voir comme un objectif. Mais cela étant, c'est que ça complexifie l'exercice de prévision, ça met du bruit. Sur la fiscalité internationale, qui vient un petit peu dans le même sens, alors il me semble qu'elle n'est pas encore rentre en vigueur en 2024. Elle était dans la loi de finances pour 2024, et donc je pense qu'il n'y a pas d'effet en 2023. Mais par contre, il suffit de lire l'étude préalable pour voir l'incertitude qu'il y a en termes de recettes qu'on peut attendre de cette réforme. Donc, de l'ordre, j'ai un ordre d'idée de plusieurs milliards, donc ça laisse une fourchette d'incertitude assez importante. Sur la question des dépenses, il me semble que oui, le sujet de 2023, c'était une surprise sur les dépenses, mais si on se place un petit peu à plus long terme, le sujet, c'est quand même un sujet de recettes, mais si on se place sur plus longue période et surtout sur le futur, on a quand même un sujet de dépenses. C'est-à-dire qu'en fait, on a un niveau de recettes et de PO qui est un des... Bon, je vous apprends rien, qui est un des plus élevés. On a eu un certain nombre de dépenses qui ont augmenté durant la crise, qui n'étaient pas des dépenses de crise. Et ça, on le voyait déjà dès 2020, dès 2021, des rapports de la Cour des comptes. Et ça pose la question de comment on va réduire ça. Alors, effectivement, sur les effets récessifs, je n'ai pas vu les travaux du gouvernement, mais je pense qu'ils ont une vision de potentiels effets récessifs. Le vrai sujet, c'est que sur la place publique, on a quand même du mal à voir quelles sont les mesures qui vont être mises en place. Et donc, je rejoins Mathieu Plane sur les sujets de documentation. Et voilà, et je pense que j'ai fait un peu le tour des sujets que je pouvais évoquer. Merci. Voilà. Monsieur Plane. Moi, mon tour ne change pas, je suis au milieu. C'est pratique. Toujours en deux. Voilà, je serai toujours deuxième. Jamais premier. Je suis de Clermont-Ferrand, c'est pour ça aussi. Mais bon. Non, trêve de plaisanterie. Oui, non, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que sur l'honnêteté ou pas, c'est quand même assez compliqué cette affaire, de savoir est-ce qu'on nous ment ou pas. Je pense que c'est surtout compliqué à comprendre. Et pour beaucoup de monde, une fois de plus, ce qu'on racontait, c'est qu'on est dans une situation déjà un peu hors norme, où on a vécu des chocs qui sont inédits, dans lesquels l'économie fonctionne très différemment par rapport à des situations passées sur lesquelles on estime les choses. Voilà, un choc Covid suivi d'un choc énergétique avec un retour d'inflation comme on n'a pas connu depuis 30 ou 40 ans a des effets sur les assiettes fiscales, sur les rentrées fiscales, sur les mesures qui sont là pour compenser tout ça. Et donc, effectivement, les prévisions de déficit, elles sont... voilà, il y a un aléa qui est fort. Il est fort sur la croissance, il est fort sur le déficit. En revanche, ce que je pense, c'est que, et je reviens là-dessus, c'est que l'épisode qu'on a vécu, il est difficile à comprendre. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des rentrées fiscales importantes, et on revient là-dessus, sur les élasticités ces dernières années. La question, c'est que si en 2022, on vous dit qu'en fait, vous êtes à 4,8% de déficit, mais qu'en réalité, il faudrait plutôt considérer que ce 4,8 est plutôt un 7%, est-ce que vous prenez les mêmes mesures budgétaires? À 4,8, vous ne prenez pas les mêmes mesures budgétaires qu'à 7. Parce que si vous pensez que le 4,8 est artificiel, qu'à un moment donné, il y a plus de 2 points qui vont devoir être rattrapés, il y a certaines décisions politiques que vous prenez bien plus en amont. Vous faites des choix politiques différents. Donc c'est comment vous relisez cette affaire-là en décomposant les effets particuliers de la crise, les effets de la croissance et ces recettes fiscales qui peuvent être très volatiles. Sachant qu'effectivement, la question de l'unité se pose aussi à long terme, y compris d'ailleurs, vous parlez du zéro artificialisation nette des sols, se pose la question de certaines assiettes fiscales sur, par exemple, tout ce qui est lié à l'énergie carbonée. Notamment la transition écologique, la TICPE, est prélevée parce qu'on achète effectivement de l'essence.
Le jour où effectivement on passe à l'électrique, est-ce que du coup on a un manque à gagner assez important qu'on va compenser en taxant plus l'électrique, ce qui n'est pas le but à la base, hein. Bon, donc à moyen terme, il y a cette question qui se pose. Là, il y a un choc très spécifique sur la construction. Est-ce qu'il est conjoncturel ou est-ce qu'il est plus durable, sachant qu'on a eu plusieurs années très, très fortes du côté de la construction. Bon, tout ça pose quand même cette question de la compréhension du point de départ. Aujourd'hui, et chaque année, on devrait se poser la question de ce point de départ et que veut dire ce chiffre. Voilà. En fait, le chiffre, il synthétise une information qui est ultra complexe. Sur après le suivi, etc., moi, j'ai pas assez de compétences pour savoir si le Trésor, effectivement, était capable en temps réel de mieux savoir les recettes d'IS ou pas. C'est vrai que ça pose quand même beaucoup de questions, mais effectivement, la question d'un tableau de bord un peu plus informatif serait quand même assez intéressant. Et c'est vrai qu'on a un suivi mensuel des recettes de l'État. Mais les recettes de l'État, c'est quoi? C'est 35% des recettes publiques, hein. On a 65%, on n'a pas de suivi mensuel, hein. Et ça, voilà, il ne faut pas l'oublier, y compris sur la fiscalité locale, y compris sur les cotisations. D'ailleurs, la question sur les cotisations, vous disiez que c'était certainement moins... moi, je montrais que la prévision a été un peu supérieure, même si les prévisions du PLF prévoyaient un ralentissement sur les rentrées de cotisations sociales. Moi, il me semble que ce ralentissement prévu a été plus fort en observé que réalisé. Mais c'est pareil, hein, j'ai dû bricoler dans le projet de loi de finances pour trouver quelles étaient les prévisions de cotisations sociales globales, salariées et patronales, par rapport au réalisé. Donc en fait, à chaque fois, moi j'ai mis estimation parce que j'en suis pas sûr, hein. Et donc on n'a même pas un tableau de bord aujourd'hui qui nous dit voilà où est l'erreur exacte par impôt, par catégorie, cotisation, etc. Bon, donc ça c'est un point important. Sur l'impôt sur les sociétés au niveau mondial, je ne crois pas, sauf erreur, hein, que ce soit en application encore. C'est là maintenant, mais sur 2023, il n'y a pas d'effet. Ah oui, sur Avenir, c'est vrai que il y a quelque chose qui se passe aussi, hein, sur la fiscalité des grosses entreprises, des multinationales. C'est qu'on voit aussi la volatilité plus forte des assiettes fiscales, notamment avec les géants du numérique, quoi. Donc ça pose aussi cette question-là, au-delà même de du bon suivi de l'impôt sur les sociétés. Effectivement, on a ces enjeux-là. Et puis peut-être pour terminer sur les fameux 80 milliards. Donc moi, le 80 milliards, je le calcule, il est simple, hein, 2,6 points de PIB. Vous prenez à peu près le PIB à venir, vous arrivez à peu près à 80 milliards. En fait, 80 milliards, c'est 2,6 points de PIB. Ça, c'est hors effet du multiplicateur. Ça veut dire qu'on atteint les 2,9 points de PIB si on fait 80 milliards d'économies qui ont zéro effet sur la croissance. Si vous prenez les multiplicateurs moyens dans la littérature aujourd'hui, sur la dépense publique générique, c'est autour de 1. C'est autour de 1. Donc ça veut dire qu'en gros, 80 milliards d'économies fait à peu près 80 milliards de PIB en moins. 80 milliards de PIB en moins, c'est 40 milliards de recettes publiques en moins. Donc si vous voulez atteindre l'objectif, il faut doubler la mise. C'est pas 80, c'est 160. C'est bien là où vous tombez dans une spirale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des chocs qui sont très forts. Donc l'idée, c'est de trouver des économies qui soient les moins récessives possibles. Le problème, c'est qu'il y en a peu, hein. Sinon, on les ferait, je pense, ou sinon ce serait une erreur. Alors, on peut penser peut-être aux consommations intermédiaires, effectivement, sur les fonctionnements, sur les achats. Mais vous voyez que dans la structure de la dépense publique, vous avez plus de 50% qui est de la protection sociale, et dans ces plus de 50%, vous en avez près de 80%, c'est de la retraite et de la santé déjà. Donc, il y a toute la question de l'indexation des retraites. Vous voyez, vous avez toute cette question-là. De la dépense de santé qui va plutôt en augmentant avec le vieillissement, plus post-Covid, etc., plus les progrès de la technologie qu'il peut y avoir. Et puis après, vous avez toute la sphère de l'État. Donc après, mais le problème, c'est que vous avez beaucoup, dans la sphère de l'État, c'est du régalien et de l'éducation. Donc après, il reste les collectivités locales. Donc est-ce qu'on joue sur la dotation aux collectivités locales, sachant qu'un des multiplicateurs forts, c'est l'investissement. On voit le problème, c'est que quand vous réduisez les dotations, la première chose qui se passe, c'est qu'en fait, vous réduisez l'investissement. Donc, on voit que les multiplicateurs sont très forts. Ce que je veux dire, c'est que forcément, tout le monde souhaiterait de pouvoir faire 80 milliards d'économies sans qu'il y ait d'effet. Sauf que ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. Et donc, il va falloir le faire, documenter. Et l'autre chose, c'est pour ça que je disais, c'est qu'au regard des enjeux, si on veut être crédible, vous devez mettre tout sur la table. Et je ne pense pas qu'on puisse écarter la fiscalité. Après, c'est des choix politiques, hein. Mais aujourd'hui, effectivement, vu la marge d'escalier à faire, il semble que la seule dépense publique est insuffisante, et donc il faut mettre tout sur permettre. Alors, y compris
Là, on a vu les rentes inframarginales, donc il y a eu l'histoire des super-profits. Est-ce qu'il faut un impôt exceptionnel post-crise? On a eu une aide exceptionnelle de crise. Est-ce que post-crise, il y a un impôt exceptionnel qu'il faut mettre en place? Est-ce qu'il faut jouer sur la fiscalité de l'épargne ou du patrimoine? Après, c'est des choix politiques, hein. Je dis juste qu'au regard de l'enjeu, soit on dit, en fait, on fait semblant et on va faire des petits ajustements sans savoir, et on ne tiendra pas du tout la trajectoire, pourquoi pas? Soit on veut être vraiment crédible, et c'est, j'allais dire, un défi majeur qui nous attend. Mais pour être crédible, il va falloir mettre tout sur la table et vraiment le documenter. Voilà. Merci, M. Plane. Nous terminons donc par M. Ecal. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur les audits. Il y a eu un audit des finances publiques à chaque grande alternance politique au cours de ces 30 dernières années. Pourquoi? C'est les seuls moments où les prévisions techniques du Trésor et du budget ont été communiquées à des auditeurs extérieurs parce qu'il y avait un nouveau gouvernement, donc de nouveaux ministres, qui ont autorisé les directeurs du Trésor et du budget à communiquer ces documents. Pourquoi? Pas tellement pour leur usage personnel, puisqu'ils les connaissaient, ces documents. C'est la première chose qu'un ministre de l'économie ou du budget trouve sur son bureau quand il arrive. Donc, il les connaissait. Après, à chacun de ces audits, nous avons fait nous-mêmes nos propres estimations. C'est-à-dire que nous ne sommes pas contentés de regarder ce qu'il y avait dans la note du Trésor et la note du budget. Nous avons toujours refait des prévisions de recettes, interrogé les contrôleurs budgétaires. Enfin, voilà, on fait à chaque fois un gros travail qui a conduit, je disais, généralement à des résultats qui étaient un peu différents de ce qu'on trouvait dans les notes du Trésor, mais pas tellement, en fait, pas tellement. Donc, ça n'a pas tellement surpris les nouveaux ministres de l'économie et du budget. Donc après, la raison de ces audits, elle est politique. Hein. C'est que c'était le moyen pour ces nouveaux gouvernements de dire, voilà, le gouvernement précédent vous racontait qu'on était à 3% du PIB l'année prochaine. Non, c'est pas ça. Et donc, il va falloir prendre quelques mesures de redressement nouvelles. Voilà. Donc voilà. Après, quand on est, il y a plusieurs questions autour du suivi des recettes fiscales en cours d'année. Nous pouvons tous lire, en effet, la situation mensuelle budgétaire. Ça fait bien longtemps que j'ai renoncé à tirer quoi que ce soit des situations mensuelles budgétaires. Pourquoi ? Parce que les résultats mois par mois des rentrées fiscales de tel ou tel impôt sont fortement perturbés, en fait, par des procédures administratives. Le fait qu'on va recouvrer plutôt un peu plus sur tel mois, le taux de recouvrement va changer, on va reverser voilà, tel impôt, la TICPE, elle est recouvrée par décade, alors suivant qu'il y a 3 décades ou 4 décades dans le mois, mais vous allez en avoir plus ou moins. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est illisible. Je pensais jusqu'à l'année dernière que le seul impôt sur lequel dont on pouvait tirer quelque chose, c'était la TVA, parce qu'il y avait une certaine régularité. D'ailleurs, j'avais commencé l'an dernier, je me souviens, j'ai dû faire un tweet en juillet, août, septembre, en me disant c'est bizarre quand même ce qui se passe sur la TVA, mais avec beaucoup de prudence, parce que maintenant, le problème de la TVA, c'est que comme il y en a plus de la moitié qui est rétrocédé aux collectivités locales et à des organismes de sécurité sociale, et que le calendrier de ces rétrocessions, à mon avis, n'est pas totalement fixe d'une année à l'autre, ça induit beaucoup de perturbations, et même sur la TVA, je pense qu'on n'y arrive pas. Alors, à Bercy, en fait, moi, quand j'y étais, ça remonte à quelque temps, mais c'était encore le cas, j'ai vu en 2012, c'était encore le cas, les services de Bercy font des prévisions mensuelles de recouvrement qui sont établies essentiellement par la DGFiP en fonction justement de ce qu'elle sait de ce que sont ces calendriers de recouvrement, de reversement, etc. Et donc, moi, je me souviens encore jusqu'à, voilà, il y a une dizaine d'années, il y avait des notes interdirectionnelles, comme on disait, de recouvrement de recettes fiscales chaque mois, dans lesquelles on comparait les recettes effectivement recouvrées depuis le début de l'année et
ce qui était prévu sur la base des prévisions du PLF, enfin de la loi de finances. Ça a toujours été compliqué à interpréter, même ça, toujours difficile. Et il y a toujours eu d'ailleurs un débat entre les directions de Bercy, en tout cas de Montant, pour ce qui est des prévisions de recettes fiscales de l'année, entre ceux qui, je dirais, faisaient très attention, mettaient beaucoup l'accent sur ces prévisions, ces recettes mensuelles, cette analyse des écarts, et puis ceux, je dirais, comme le Trésor et l'ex-direction de la prévision, où en fait on avait tendance à penser que ça ne voulait pas dire grand-chose et qu'il fallait surtout se fier en fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire des prévisions macro de consommation, de revenus, d'impôts, avec des élasticités dont on a parlé. Finalement, c'était plus fiable. J'en reviens à un point qui est l'impôt sur les sociétés, justement. Parce qu'on pourrait se dire, bah oui, l'impôt sur les sociétés, on connaît le solde au mois de mai, donc on sait, et donc les acomptes, après, ils sont calculés en fonction du solde. Non, pas pour le dernier acompte. Le dernier acompte versé au 15 décembre, pour les grandes entreprises qui sont les principaux contributeurs à l'IS, en fait, elles sont amenées à calculer leur dernier acompte en fonction de leur prévision de bénéfices de l'année en cours. Et donc, la prévision de recettes du dernier IS, c'est une prévision de la prévision que font des grandes entreprises. On multiplie les erreurs. C'est en fait très difficile. Donc, on ne sait pas. Alors, après, pour ce qui est d'un certain nombre de questions auxquelles ont répondu Mathieu et Olivier sur la mauvaise surprise en matière de recettes de 2023. Moi, ce que je dis, en 2022, on a atteint un niveau record en France de prélèvements obligatoires. Jamais le taux des prélèvements obligatoires n'avait été aussi élevé. Après avoir fait 50 milliards de baisse d'impôts et de cotisations sociales. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas normal. Les recettes fiscales sociales ont été gonflées en 2021 et 2022 parce que des impôts comme l'impôt sur les sociétés, je dirais, amplifient toujours les rebonds de l'activité. Et puis en plus, comme on l'a dit, il y a eu l'immobilier, il y a eu les DMTO, il y avait un tas de choses qui ont fait que, en fait, pour moi, le chiffre aberrant, c'est le taux des prélèvements obligatoires de 2022 et le déficit de 2022. En fait, pour moi, 2023, c'est un retour à la normale. C'est une forme de normalisation. Le taux des prélèvements obligatoires a baissé. Bah oui, on a fait 50 milliards de baisse d'impôts. Bah, il fallait quand même qu'il baisse. C'est un peu normal, parce qu'il y a quand même des... Voilà. Et donc... Et ça n'est peut-être pas terminé. Et les services de Bercy l'avaient vu. Ils avaient bien retenu une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB de 0,8 ou 0,7. Enfin, ils l'avaient vu, mais ils n'avaient pas anticipé que ça serait aussi important. Et dans le programme de stabilité, ils continuent à prévoir pour 2024 et 2025 une élasticité au PIB inférieure à 1, parce qu'ils pensent en effet que ça n'est pas terminé. Et je pense qu'ils ont raison. Donc ça n'est pas terminé. Donc pour moi, voilà, c'est pas 2023 qui est le déficit 2023 qui est anormal, hein, c'est celui de 2022. Et pour répondre à la dernière question sur est-ce que les services de Bercy ont les moyens de quantifier tout ce que vient de dire Mathieu Plane, c'est-à-dire l'impact d'une réduction du déficit public, que ce soit par une baisse des dépenses, une hausse d'impôts sur l'activité économique. Bah oui, bien sûr, ils ont les mêmes instruments que l'OFCE. C'est pas le même modèle, c'est le modèle Mésange qui a été construit avec l'INSEE, dans lequel vous trouvez, voilà, vous faites des variantes, vous voyez ce qui se passe. Si vous réduisez les prestations sociales de 10 milliards d'euros, vous voyez l'impact sur le PIB et vous pouvez faire des tas de variantes de ce genre. Donc bien sûr qu'ils ont ces instruments. Bien. Merci, M. Ecal. Merci à nos trois invités de nous avoir éclairés ce matin. Je vais donc suspendre la séance 1 minute après avoir donné la parole au rapporteur général. Je m'en excuse. Auprès de lui, je l'avais oublié. C'est pour éviter à notre collègue Vincent Delay un départ anticipé trop rapide sur les informations dont on dispose en termes de prévision. Quand il y a eu le décret d'annulation, on a interrogé le gouvernement pour avoir les éléments de prévision. Alors, il nous a répondu, mais il n'a en fait pas répondu puisqu'il a dit vous aurez les éléments dans le programme de stabilité. Voilà. Donc on continue avec les différentes directions que nous auditionne le cabinet d'essayer de comprendre
pourquoi, effectivement, on n'a pas ces éléments, parce qu'ils permettent, qu'on le veuille ou non, de mieux comprendre. Et au regard des échanges qu'on vient d'avoir pendant près de 2 heures, on voit quand même qu'il y a une utilité, parce que derrière ces chiffres, alors je sais, parfois, un certain nombre d'entre nous ont dit les Français, finalement, la dette dérive, ils s'en foutent, enfin, etc. Sauf qu'il y a un moment où il y a des sirènes qui se mettent à hurler, et quand elles se situent dans un contexte général, et au-delà d'ailleurs du pays, de tension, de crainte, ça alimente, je dirais, non plus la perte de confiance, parce qu'elle était déjà établie, mais le sentiment de défiance. Voilà, donc, mais pour les éléments factuels, en tous les cas récents, voilà ce qu'on peut dire, et on regardera comment, évidemment, on peut améliorer les choses. Par contre, je pense, et je souscris aussi à l'idée, que la logique est d'avoir des éléments pour évaluer, contrôler. L'idée, c'est pas de mordre les mollets tous les mois pour aller surréagir sur tel ou tel aspect. Je pense quand même qu'il faut aussi que ça se situe dans un temps long, notamment si on veut réaliser des réformes dites enfin structurelles. Merci, monsieur le rapporteur général. Donc, je vais suspendre la séance 1 minute avant que... Mais vous ne vous échappez pas, parce que nous avons 2 rapports, vous le savez, jusqu'à au moins 12h30. Remercier en votre nom nos 3 invités pour leurs explications et la préparation de leurs explications, les documents fournis, etc. On sait qu'il y a du travail derrière. Merci.